en aidant des fourmis à se battre. J'ai découvert par hasard l'entrée du pays des Lilliputiens. Et un œuf que j'y ai déposé au hasard a suffi à nourrir les 50 habitants du village pendant 3 jours. C'est pourquoi les gens d'ici m'ont vénéré comme un dieu, et chaque jour, je leur apportais de la nourriture. Jusqu'au jour où j'ai sauvé sans le vouloir une fille de la taille d'un pouce. Et que j'ai découvert que ce pays des Lilliputiens était en réalité le monde de la fin de la dynastie Ming. Tout ça parce que j'avais trouvé un Shaxiang dans un nid de fourmis. Surexcité, je l'ai ramené chez moi et j'ai découvert qu'il y avait des petits êtres vivants à l'intérieur. Une jeune fille, un panier en bambou à la main, creusait la terre jaune et aride à la recherche de racines et d'écorces. Les quelques feuilles vertes de légumes sauvages qu'elle trouvait la rendaient aussi heureuse qu'un trésor pour le reste de la journée. Mais alors que la jeune fille rentrait au village, une voix étrange a retenti à mes oreilles. Puis, j'ai vu un groupe de petits hommes, armés d'épées rouillées, débouler à l'extérieur du village. Ils ont fait irruption dans le village en hurlant. « Écoutez bien, vous tous. Apportez-moi toute la nourriture que vous avez. Sinon, je vous bute un par un, jusqu'au dernier. » Juste après, la porte de la maison de la jeune fille a été défoncée. Elle et sa mère ont été traînées dehors. Elles se sont mises à pleurer et à supplier, « Grand chef, pitié, épargnez-nous. Nous n'avons vraiment rien à manger. Regardez, nous ne mangeons que des racines. » Mais le petit bandit n'en avait que faire. Il a fixé la jeune fille d'un regard féroce, « Je me fiche que vous mangiez des racines ou de l'écorce. Si vous ne donnez pas la nourriture, je vous tranche la tête. » En entendant cela, la jeune fille a éclaté en sanglots. Sa mère s'est précipitée pour la serrer dans ses bras en hurlant, « Pitié. » Mais le petit bandit a abattu son sabre sur le cou de la vieille femme. Le sang a giclé au loin. Puis, il a de nouveau levé son sabre pour frapper la jeune fille. En voyant ça, je n'ai pas pu me retenir. J'ai soulevé le couvercle du vivarium, j'ai plongé ma main à l'intérieur et j'ai donné une pichenette. Au même moment, dans le village de Gao, sous la dynastie Ming, une main géante est soudainement apparue à travers les nuages. La jeune fille, Gao YYE, a senti quelque chose occulter la lumière du soleil. Le visage baigné de larmes, elle a levé la tête et a vu une main géante descendre rapidement vers elle et lui donner une pichenette depuis le ciel. Le bandit qui était sur le point de l'abattre de son sabre a été projeté en arrière, loin de Gao YYE, traversant le ciel pour aller s'écraser sur le sol sablonneux à l'extérieur du village. On a entendu un bruit sourd quand il a atterri, tous les os de son corps brisés. Et dans le ciel, on pouvait vaguement entendre une voix tonitruante, « Maudit bandit !» Puis, la main s'est retirée dans les nuages et a disparu. À cet instant, Gao YYE en a même oublié de pleurer, fixant le ciel, abasourdi. Les autres bandits, voyant leur complice être soudainement projeté au loin, ont encerclé Gao YYE en la fixant d'un air menaçant. « Gamine! Qu'est-ce que tu as fait ?» Gao YYE, serrant le corps de sa mère, a secoué la tête, l'air complètement perdu. « Tu ne parles pas ? J'ai mes méthodes pour te faire cracher le morceau. » Le chef des bandits a fait un pas en avant, a levé son sabre rouillé et s'apprêtait à frapper. Mais l'instant d'après, il a poussé un cri et a disparu. Les bandits restants étaient stupéfaits. Ils se sont tous tournés vers Gao YYE et se sont mis à hurler. Leur cri était un mélange de fureur, de panique et de peur. C'est à ce moment que Gao YYE a compris, elle était la seule à pouvoir voir la main géante. Il leva la tête vers les nuages et aperçut, à travers une éclaircie, le visage d'un homme, flottant dans les airs, tel un dieu contemplant le monde des mortels. Alors, il déposa le corps de sa mère et s'agenouilla face au ciel, se prosternant. « Seigneur céleste, sauvez-nous !» Le son du tonnerre et du vent retentit. Quelque chose semblait tomber du ciel. Terrorisés, les bandits s'enfuirent dans tous les sens, mais l'instant d'après, une paume gigantesque s'abattit du ciel. Tous les bandits furent écrasés dans la poussière. Le calme revint temporairement dans le diorama. Dans le village, les portes des maisons délabrées s'ouvrirent. Les petits personnages du village sortirent de chez eux et se rassemblèrent autour des bandits que j'avais écrasés. Tout en discutant à voix basse, ils ne cessaient de lever les yeux au ciel. D'autres encore entouraient la jeune fille pour l'interroger sur quelque chose. Leurs voix étaient comme des bourdonnements de moustiques, s'ils ne criaient pas, il m'était impossible de les entendre. L'instant d'après, les petits villageois s'affairèrent. Ils dépouillèrent les figurines de bandits de leurs armes et de leurs vêtements, distribuant une arme par foyer. Ensuite, ils creusèrent une fosse hors du village pour y enterrer les cadavres. Puis, ils coupèrent quelques morceaux de bois pour en faire des stèles devant les tombes de leurs propres villageois. Seulement, il semblait que personne au village ne savait lire. Pas un seul mot n'était écrit sur les stèles, seulement quelques marques biscornues gravées au couteau. La jeune fille, après avoir reconnu la tombe de sa famille, s'agenouilla devant l'une d'elles en larmes et se prosterna violemment à plusieurs reprises. Je suis resté à observer en silence pendant un long moment.
Je ne suis allé me coucher qu'à la nuit tombée. Le lendemain matin, après m'être levé, j'ai fait cuire 2 œufs et je me suis approché du diorama. Les petits personnages à l'intérieur avaient déjà commencé à travailler. Quant à la jeune fille, elle portait de nouveau son panier en bambou et cherchait des racines sur le sol sablonneux à l'extérieur du village. Elle venait de perdre sa mère la veille. Elle n'avait sans doute pas encore surmonté son chagrin. Mais elle était déjà contrainte de se consacrer à la recherche de nourriture. Gao Yye avait déjà passé une bonne partie de la journée à fouiller cette étendue de sable. Ses bras et ses jambes perdaient de plus en plus leur force. Son corps était aussi un peu chancelant. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait encore tenir avant de mourir de faim, mais elle sentait que ce jour se rapprochait inexorablement. C'est à ce moment-là qu'un soupir retentit dans le ciel. Quelle vie difficile pour cette jeune fille. Entendant cette voix, Gao Yye releva brusquement la tête. Et elle vit le visage d'un jeune homme apparaître au milieu des nuages. La jeune fille comprit qu'elle était sauvée. Une fois de plus, elle se prosterna, avec ferveur. Seigneur céleste, j'ai si faim. Je ne vais bientôt plus tenir. Je vous en supplie, ayez pitié. Sauvez-moi. Telle une petite bête sans défense, Gao Yye attendit en silence le don du Seigneur céleste. Cependant, après avoir attendu un bon moment, rien ne se produisit. En relevant la tête, elle découvrit que le visage d'homme dans les nuages avait disparu sans laisser de traces. Le Seigneur céleste ne veut donc pas m'aider. Peut-être qu'hier, en m'aidant à tuer ces brigands impardonnables, le Seigneur divin a simplement eu un coup de tête passager. Après tout, s'il exauçait vraiment tous les vœux, y aurait-il encore tant de souffrance dans ce monde? Et puis, à bien y réfléchir, je ne lui ai jamais rien offert, ô Seigneur divin. Pourquoi donc m'aiderait-il? Serrant les dents. Allez, je dois continuer à chercher des racines. De mon côté, je me suis levé de devant le diorama. Je suis entré dans la cuisine. Sur la cuisinière, une casserole d'eau était en train de bouillir. L'eau frémissait. Les 2 œufs que je venais d'y plonger étaient presque cuits. Une fois dur, j'ai pris un œuf dans ma main et je me suis approché du diorama. À l'intérieur de la boîte, la petite fillette était toujours sur le sable jaune, cherchant péniblement. J'ai murmuré, ma petite. Je vais essayer de te donner quelque chose à manger. La fillette se figea. Elle leva la tête vers le ciel, les yeux remplis d'une surprise mêlée de joie. Puis, les nuages s'écartèrent pour laisser passer une main gigantesque. Elle déposa un œuf énorme sur le sable jaune, juste devant elle. Gao Yye resta bouche bée, regardant avec stupeur cet œuf qui semblait venir d'une bête préhistorique. Intimidée par cet œuf de monstre, elle recula de plusieurs pas en titubant. C'est un œuf, dit Gao Yye, incrédule. Oui, un œuf. C'est pour toi. Pour moi. Je l'ai déjà fait cuire. Tu peux le manger directement. Gao Yye, entendant les paroles douces du Seigneur divin, rassembla enfin son courage. Elle s'approcha de l'œuf et tapa sur sa coquille. La coquille émit un son sourd, comme si elle frappait un énorme rocher. Elle ramassa une pierre et, de toutes ses forces, la projeta contre la coquille. Poc! La pierre se brisa. La coquille, elle, était intacte. Voyant qu'elle était plus dure que la pierre, je souris, un peu gêné, et dis d'une voix douce. Laisse-moi t'enlever la coquille. Une fois l'œuf entièrement pelé, je le plaçai devant la fillette. Les yeux de la fillette s'écarquillèrent. C'était vraiment un œuf dur. Mais il était immense, il faisait bien 3 ânes de long. Gao Yye se jeta dessus et mordit à pleines dents dans le blanc immaculé de l'œuf. C'est délicieux. Ça sent si bon. C'est le genre de mets que seuls les fils des grands propriétaires peuvent s'offrir. Et maintenant, j'en ai un si gros. Rien que pour moi, à manger jusqu'à plus faim. En quelques bouchées, Gao Yye avait déjà creusé un grand cratère dans l'œuf dur. Elle traversa le blanc et atteignit le jaune. Elle plongea toute sa tête dans l'œuf et se mit à dévorer le jaune à grandes bouchées. Des bruits de satisfaction s'échappaient de sa bouche. La voir manger avec tant de joie me rendait heureux aussi. J'avais enfin pu aider cette pauvre fille. Cependant, cet œuf que je lui ai donné, n'est-il pas un peu trop gros? Elle n'arrivera jamais à le finir toute seule, pas vrai? En plus, nous sommes en plein mois de juillet. Si on le laisse là une nuit, l'œuf va tourner et ne sera plus comestible. À peine eus-je cette pensée que la fillette leva la tête et, d'une voix timide, demanda, « Est-ce que je peux appeler les autres villageois pour qu'ils viennent manger avec moi? Je ne pourrai jamais le finir toute seule, et demain il sera gâté. » Bien sûr, dis-leur de tous venir, Gao Yye. Il s'agenouilla pour rendre grâce au Seigneur céleste. L'estomac plein, il sentait ses forces revenir. Il piqua un sprint en direction du village, et en un rien de temps. Les 42 habitants du village s'étaient tous rassemblés autour du gigantesque œuf dur. Les gens se tenaient devant cet œuf comme s'ils étaient devant une petite maison.
Si l'œuf n'avait pas été percé d'un trou qui laissait clairement voir le jaune à l'intérieur, il n'aurait jamais osé croire qu'il s'agissait bien d'un œuf dur et calé. Le chef du village de Gaojia se tenait au premier rang, le visage empli de perplexité. Gao YY venait de dire que cet œuf dur géant était un don du Seigneur Céleste. Gao YY hocha la tête. Il pointa le ciel du doigt, c'est le même Seigneur Céleste qui nous a aidés à tuer les bandits de la montagne hier. Les habitants du village de Gaojia se regardèrent, interloqués. La scène de la veille était encore vive dans leur esprit. Cette bande de malfrats impitoyables, écrasée en bouillie par une pression invisible, le sang giclant de toutes parts. Le spectacle avait été bien trop choquant. Après coup, seul Gao YY avait affirmé avoir vu un dieu tendre la main depuis les nuages, pour écraser les bandits un par un. Mais personne d'autre ne l'avait vu. Les villageois ne savaient pas s'ils devaient le croire ou non. Et voilà qu'un jour plus tard, Gao YY débarquait avec cet œuf immense, prétendant à nouveau qu'il venait du Seigneur Céleste. En regardant l'œuf de la taille d'une maison, le chef du village soupira. Un œuf aussi gros, seul le Seigneur Céleste pourrait en faire un pareil. Même si un œuf de cette taille existait dans ce monde, il n'y aurait pas de marmite assez grande pour le cuire. Les autres villageois hochèrent la tête en signe d'approbation. On dirait que le Seigneur Céleste te porte une affection particulière, YY. Il ne se montre qu'à toi, alors que nous autres, notre karma est trop faible pour voir sa sainteté. Gao YY était un peu surpris. Le Seigneur Céleste me porte une affection particulière? Le chef du village acquiesça. Sa sainteté a-t-elle donné d'autres instructions? Gao YY s'empressa de répondre, il a dit que c'était pour que tous les villageois le mangent. Le chef du village désigna l'œuf du doigt. Puisque c'est un don du Seigneur Céleste. Pour que nous le mangions, alors mangeons. Mais je ne veux voir personne se bousculer. Que chacun prenne un gros morceau pour rentrer chez soi. Pour ce qui est du reste, je ne sais pas quoi en faire. Rapidement, le chef du village termina la distribution de base. Quant à l'énorme morceau qui restait, les villageois ne parvenaient pas à le déplacer et ne savaient pas comment s'y prendre. Je pense que si ce truc se met à pourrir au milieu du village, ça ne sera pas une bonne chose. Autant, je plongeai la main dans le vivarium pour ramasser le reste de l'œuf et le jeter dans ma propre poubelle. En voyant le reste de l'œuf s'envoler vers le ciel, les villageois furent si effrayés qu'ils en restèrent pétrifiés. Une fois revenus à eux, ils s'agenouillèrent tous ensemble face au ciel pour vénérer et remercier le Seigneur Céleste. Le calme revint rapidement dans le vivarium. Les petits personnages se remirent en quête de nourriture. Bien qu'ils venaient de manger à leur faim, un œuf dur ne se conserve pas longtemps. Ils devaient de nouveau s'inquiéter pour leur subsistance du lendemain. Je m'assis à l'extérieur du vivarium, observant les faits et gestes des petits personnages avec un sentiment partagé. C'était une sensation amère. Un seul œuf ne pouvait pas les sauver, et leur donner un œuf chaque jour. Ne manger que des œufs finirait par causer, modèle. Leur alimentation n'est pas assez nutritive. Il faut que je leur trouve du riz et des légumes. De la viande de temps en temps. Ah, et du sel, c'est important. Les humains ne peuvent pas vivre sans sel. Ces mini-humains en sont aussi, non? Quand j'y pense, les choses se compliquent. Ce n'est pas comme si j'élevais une boîte de hamsters. Rien que pour nourrir ces 42 mini-humains, il va me falloir au moins quelques yuans par mois. Bon, ce n'est pas une dépense que je ne peux pas me permettre. Tant pis, je vais les élever. J'ouvre du Niang et je lance une recherche. Comment élever les habitants du pays des mini-humains? Du Niang ne trouve aucune réponse. Alors, j'ouvre le forum d'histoire militaire que je fréquente et je poste un message anonyme. Si vous aviez un groupe de mini-humains venus de leur propre pays, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce qu'il y a des mini-humaines? Je l'attraperai tous les jours pour soulever sa jupe. T'exagères. Moi, je me contenterai de la mater sous la douche tous les jours. J'en reste sans voix. Putain, quelle bande de débiles. Inutile d'essayer de raisonner avec cette bande de tarés. On dirait bien que je vais devoir avancer à tâtons. Apprendre à élever des mini-humains en partant de zéro. Je jette un œil au vivarium pour m'assurer que les mini-humains n'ont besoin de rien pour l'instant. Puis, je sors en vitesse et je file au supermarché le plus proche. Je me charge d'un sac de riz, j'achète 2 morceaux de porc, un sachet de légumes et aussi un gros paquet de sel. Au total, j'en ai eu pour plus de 100 yuan. De retour à la maison, je m'approche du vivarium pour les compter. 42 mini-humains. Pas un ne manque, ils sont tous là. Ils sont en train de chercher de la nourriture avec ardeur. Soudain, une idée malicieuse me vient à l'esprit. J'ouvre le sac de riz, j'en prends une poignée et je repère la maison de la jeune mini-humaine dans le village. Je mets ma main en creux, comme une pelle, et je la place juste devant la fenêtre de la maison de la jeune fille. Puis, tout doucement, je déverse la poignée de riz chez elle, jusqu'à remplir la moitié de la pièce. Voilà. Je me tape dans les mains, satisfait,
et j'attends joyeusement qu'elle rentre pour voir tout ce riz. Elle va être super contente, c'est sûr. Pendant ce temps, dans le district de Shengsheng, le magistrat Zhang Yaoke est assis dans le hall principal du yamen. Il examine les registres que son scribe lui a présentés, les sourcils froncés. Il a l'air très mécontent. Les villages en retard n'ont toujours pas payé leurs impôts. Mes supérieurs sont très insistants. Le scribe esquisse un sourire embarrassé. Votre Excellence, la grande sécheresse du Shaanxi a rendu les terres arides à perte de vue, le peuple vit dans la misère. Ces pauvres gens n'ont vraiment plus de grain. On a beau les presser, on ne pourra rien collecter. C'est sans espoir. Ils n'ont pas de grain. Ces crevards en ont plein les mains, du grain. Ils l'ont juste caché et refusent de le donner pour payer l'impôt, ajoute le scribe, gêné. Une sécheresse, dites-vous? Il y a eu une sécheresse il y a 2 ans, et l'année dernière aussi. Alors pourquoi avons-nous réussi à collecter le grain ces années-là, et pas cette année? La première année de sécheresse, tout le monde avait encore des réserves. La deuxième année, ils ont vendu tout ce qu'ils possédaient pour à peine réussir à payer l'impôt. Mais maintenant que la sécheresse continue pour la 3e année, les gens commencent à mourir. Où voulez-vous qu'ils trouvent l'argent? Ou le grain pour payer? Comme on dit, jamais 203. Zhang Yaoke le foudroie du regard. Comment ça? Tu oses prendre la défense de cette vermine? Dis-moi, combien est-ce qu'ils t'ont payé? Comment oses-tu me murmurer de telles sornettes à l'oreille? Le secrétaire sursauta. Votre Excellence, je n'ai reçu aucun pot de vin de leur part. Ils n'ont même plus de quoi vivre, comment pourraient-ils avoir de l'argent pour me soudoyer? C'est juste que, ma conscience m'a poussé à parler pour eux, c'est tout, Zhang Yaoke. Zhang Yaoke laissa échapper un grognement, ignorant complètement son secrétaire. S'adressant au garde à côté de lui, il ordonna, vous formez une escouade, et allez presser la collecte des impôts. Et souvenez-vous bien, cette vermine adore pleurer misère. Ils cachent de la nourriture chez eux, mais refusent obstinément de payer leurs taxes. Si vous tombez sur ce genre de parasites, n'hésitez pas à frapper fort. Battez-les à mort. Les gardes répondirent en chœur. Le secrétaire, horrifié, s'écria. Votre Excellence, non. Le peuple souffre déjà terriblement. Si vous continuez à les pousser à bout, vous ne ferez que pousser des gens honnêtes à la révolte. C'est ce qu'on appelle la tyrannie qui engendre la rébellion. Dégage. J'en ai plus qu'assez de toi et de tes délires. Pendant ce temps, Gao YY traînait son corps épuisé pour rentrer au village de Gaojia. Mais alors qu'il arrivait devant sa porte et tirait le verrou, boum! La porte s'ouvrit sur une avalanche d'énormes grains de riz blanc et ovales, de plus d'un demi-mètre de diamètre chacun. Ils roulèrent vers lui. Il resta figé sur place, regardant autour de lui, complètement abasourdi. Quel énorme grain de riz! Alors qu'il se demandait, perplexe, ce qui se passait, il vit dans le ciel au-dessus de sa tête le visage du Seigneur céleste apparaître indistinctement. Un sourire aux lèvres, le visage disparut aussitôt dans les nuages. Peu de temps après, les 42 habitants du village s'étaient de nouveau rassemblés devant la maison de Gao YY. En voyant ces énormes grains de riz blanc, aussi grands que des meules, tout le monde était sous le choc. Leur cerveau était momentanément en panne. Après un long moment, le chef du village arriva enfin. C'est aussi un don du Seigneur céleste, n'est-ce pas? Il n'existe pas de riz aussi gros dans ce monde. Gao YY hocha la tête. Le Seigneur céleste m'a fait une petite blague. Il a délibérément rempli ma maison de ces gros grains de riz pour m'ensevelir sous eux quand j'ouvrirai la porte. Le chef du village dit, ce genre de blague. J'aimerais bien qu'il nous la fasse tous les jours. Gao Shui prit un grain de riz dans ses bras, le sourire aux lèvres. Comment on va partager ce riz? Est-ce que ma famille en aura un grain entier? Le chef du village cria avec colère, arrête. Repose-le. Nous ne savons pas encore si ce riz n'a été offert qu'à YY ou à nous tous. S'il n'a été offert qu'à YY et que tu y touches sans permission, tu risques de mettre en colère le Seigneur céleste. Veux-tu finir comme les bandits, transformés en bouillie? Gao Shui fut si effrayé que ses mains se crispèrent, et le grain de riz tomba par terre. Le chef du village se tourna vers Gao YY et lui dit d'une voix douce, YY, tu es un bon garçon. Puisque le Seigneur céleste a choisi de n'apparaître qu'à toi, nous ne pouvons que te demander de parler au Seigneur céleste en notre nom. S'il te plaît, demande-lui si nous pouvons nous aussi profiter de ta bonne fortune et en avoir un peu. Il n'avait pas fini sa phrase que, du côté de l'entrée du village, retentit soudain une voix arrogante, et, la vermine du village de Gaojia. Sortez de là. Arrêtez de vous cacher dans vos maisons comme des putains de morts. Vous devez. Quand est-ce que vous comptez payer les impôts de la cour?
À ce cri, tous les visages des villageois s'assombrirent d'un coup. Même les jeunes enfants, pétrifiés, se couvrirent la bouche. Ils n'osaient même plus pleurer. Gao murmura, on est fichu. Les officiers du comté sont là. Le chef du village ordonna aussitôt, YE. Tchouo. Et vous autres, les jeunes, dépêchez-vous de ramener tout ce riz chez YE. Verrouillez bien la porte, je vais à l'entrée du village pour retenir les officiers. Et écoutez-moi bien tous. Surtout, ne les laissez pas voir le riz dans cette maison. De mon côté, debout près du diorama, je remarquai soudainement l'apparition de 5 nouvelles figurines. Cercueil dans la boîte. L'instant d'après, je vis que ces 5 nouvelles figurines cercueil semblaient se disputer avec les figurines de villageois. Je collai mon oreille pour écouter et j'entendis un officier hurler, bande de misérables. Vous refusez sans cesse de payer vos impôts. Vous voulez vous rebeller, c'est ça? Un autre officier agitait une règle en fer. Si vous ne payez pas, je vous fous tous en prison. La figurine du chef du village s'avança avec un sourire obséquieux. Monsieur l'officier, ce n'est pas que nous ne voulons pas payer, c'est que nous n'avons plus ni argent, ni grain. Nous allons tous mourir de faim. Regardez le temps qu'il fait. Pas une goutte de pluie depuis des mois, toutes les récoltes dans les champs sont mortes. L'officier ricana froidement. La sécheresse n'est pas une excuse. Les impôts de la cour, peu importe. Les circonstances, doivent être payés en totalité. Sinon, c'est considéré comme une rébellion. La figurine du chef, le visage déconfit, supplia, Monsieur l'officier. Regardez les gens de notre village, ils ont tous le teint cireux, et sont si maigres qu'un coup de vent pourrait les emporter. Avons-nous l'air de gens qui ont de l'argent? Nous mourrons de faim. Nous n'avons vraiment plus rien pour payer les impôts. Sale vermine. Je vais fouiller le village moi-même. Et si jamais je trouve que tu caches du grain pour ne pas payer, tu peux être sûr que tu finiras tes jours en prison. Il bouscula violemment la figurine du chef de village, et entra dans le village en se pavanant. Cette scène m'a mis hors de moi. C'était la parfaite illustration d'officier, opprimant d'honnêtes citoyens. Je ressentis une sensation étrange et profondément mystérieuse. J'ai bien peur que cette boîte ne soit pas aussi simple que je l'imaginais. Rapidement, les 5 figurines d'officiers se mirent à fouiller le village. L'expression du chef de village devint tendue. Il n'avait pas peur qu'il fouille les maisons des autres. De toute façon, les gens n'avaient vraiment plus de nourriture. Mais chez Gao YE, il y avait une demi-pièce remplie de grains de riz blanc gros comme des meules. Si les officiers trouvaient ça, c'en était fini de lui. Mais plus il était nerveux, plus il attirait l'attention sur sa cible. Les figurines d'officiers remarquèrent aussitôt que les regards des villageois convergeaient, consciemment ou non, vers une masure. Comme si quelque chose d'inavouable y était caché. Tous les jeunes du village montaient la garde devant la maison délabrée. Et 2 d'entre eux bloquaient même la porte avec leur dos. Comme s'ils craignaient que quelque chose ne jaillisse de l'intérieur si elle s'ouvrait. Les officiers fixèrent immédiatement leur attention. Est mort sur cette maison en ruine. Un officier s'est approché de la maison de Gao YE. Les villageois sont immédiatement devenus très tendus. L'expression de tout le monde a changé. Le chef du village s'est instinctivement placé devant l'officier. Dégage de là. L'officier le repoussa violemment. Le chef du village a été projeté sur le côté en titubant. L'un des officiers a bondi en avant et a hurlé aux jeunes qui se tenaient là, écartez-vous. Quelques jeunes ont serré les poings, mais personne n'a osé bouger. Et personne n'a accepté de libérer le passage. L'officier leur a balancé un coup de pied, les envoyant sur le côté. La porte en bois a cédé. Et le riz qui était stocké à l'intérieur s'est aussitôt déversé. L'officier qui se tenait juste devant a sursauté. Il a immédiatement bondi en arrière. Quand il a vu distinctement les grains de riz gros comme des meules, il n'a pu s'empêcher de tressaillir. Les 4 autres officiers ont aussi ouvert de grands yeux, stupéfaits. La scène a été plongée dans un silence étrange. Après plusieurs secondes, un des officiers a balbutié, au village de Bao. Jia, vous cachiez une chose pareille? C'est du riz? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-il si gros? Le chef du village, n'ayant plus rien à perdre, a tout risqué, c'est un don de notre Seigneur divin. Un grain divin qu'il nous a offert. Il est là pour nous sauver la vie. Si vous osez y toucher, le Seigneur divin vous ôtera la vie. Les 5 officiers se sont regardés, perplexes, ne sachant s'il fallait le croire ou non. La scène est restée figée pendant de longues secondes. Personne ne parlait. J'observais en silence, sans savoir si je devais intervenir. Si je veux protéger mes 42 petits bonshommes, je devrais tendre la main maintenant et écraser ces 5 nouveaux officiers. Comme j'ai écrasé les bandits la dernière fois.
Mais, est-ce la bonne chose à faire? Ces 5 officiers. D'où viennent-ils? Comment sont-ils entrés? Dans la boîte? Est-ce que d'autres bonshommes risquent d'arriver après eux? Il y a encore tellement de choses que je ne comprends pas. Agir à la hâte maintenant n'est peut-être pas la meilleure solution. Après un instant de réflexion, j'ai pris une photo avec mon téléphone. Puis, j'ai placé ma main en suspens au-dessus de la boîte. Si la vie de mes petits bonshommes est en danger, je suis prêt à plonger ma main pour éliminer ces 5 officiers étrangers. Tout comme je me suis débarrassé de ces bandits. De son côté, en voyant la main géante apparaître vaguement dans le ciel, Gao Yye a paniqué. Il savait ce que signifiait ce geste de la part du Seigneur divin. Hier, il avait vu de ses propres yeux le Seigneur divin réduire tous les bandits en bouillie d'une seule paume. Cette scène, à la fois terrifiante et satisfaisante, tournait encore en boucle dans son esprit. Gao Yye a rapidement levé la tête et s'est mis à crier de toutes ses forces vers le ciel. Non, Seigneur divin. Je vous en supplie, ne les tuez pas. Ce sont des officiers. Si vous les tuez, tout notre village est perdu. Les villageois furent tous stupéfaits. Les 5 officiers, eux aussi, restèrent interdits. Puis ils levèrent tous la tête en même temps vers le ciel, se demandant « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Ces villageois qui regardent le ciel, en hurlant « Ne nous tuez pas !» Mais qu'est-ce qui pourrait bien nous tuer depuis le ciel? Les 5 ne voient rien. Le ciel est vide. Mais ils ne sont pas complètement idiots. Ils se souviennent aussitôt de ce que le chef du village venait de dire. Mais la seconde d'après, l'officier en chef ricane froidement « C'est quoi, cette comédie? Franchement. » Un autre officier ajoute « Ça m'a foutu la trousse. J'ai vraiment cru qu'un truc allait descendre pour nous faire la peau. Et au final, c'est juste une bande de gueux qui font leur cinéma. Ils me prennent pour un bleu ou quoi ?» Un des officiers fonce sur Gao Yye. Il lui hurle « Eh, la catin! C'est quoi ces sornettes que tu racontes pour nous effrayer? Faire peur à des officiers, c'est défier la cour. Tu cherches la mort? Je n'essaie pas de vous effrayer, j'essaie de vous sauver. Partez vite. » Le Seigneur Céleste a déjà levé la main. Vous l'avez mis en colère. Si ça continue, il va vous écraser un par un d'un seul revers de la main. L'officier en chef beugle, arrêtez-moi cette femme qui propage des hérésies. Ramenez-la au yamen du comté, pour l'interroger comme il se doit. C'est sans doute une démone de la secte hérétique du lotus blanc. Un des officiers agite la règle de fer qu'il tient à la main. Il s'approche lentement de Gao Yye, qui lui jette un regard. Puis elle lève de nouveau les yeux vers la couche de nuages. Elle s'entr'ouvre. La main du Seigneur Céleste descend à toute vitesse. Bientôt, elle se trouve juste au-dessus de la tête de l'officier. De toute évidence, le Seigneur Céleste est en train de me protéger. Si cet officier ose me toucher, le Seigneur Céleste abattra sa paume et écrasera l'officier, pour en faire de la bouillie. Mais des officiers et des bandits, ce n'est pas la même chose. Un bandit, on le tue, on creuse un trou, on l'enterre et l'affaire est classée. Mais si un officier meurt au village de Gaojia, les conséquences seront terribles. Le gouvernement pensera que ce sont les gens du village qui les ont tués. Le village entier sera marqué au fer rouge du sceau de la rébellion. Ensuite, une grande armée viendra pour la répression. Tout le monde mourra sans sépulture. Gao Yye ignore complètement l'officier qui s'avance vers elle. Levant la tête au ciel, elle continue de hurler « Je vous en supplie, ne faites pas ça. » J'ai entendu la supplique de la jeune femme. J'ai compris sur le champ. Derrière ces 5 sbires, il y en a bien plus encore. Leur statue représente la puissance qui se tient derrière eux. Cette scène n'est absolument pas aussi simple qu'elle en a l'air. Pour cette fois, je ferai comme le souhaite la jeune femme. J'avais d'abord l'intention d'écraser cet officier. J'ai retiré ma main pour ne tendre que 2 doigts. J'ai délicatement saisi l'officier et l'ai soulevé. Il a poussé un hurlement digne d'un cochon qu'on égorge. Il a senti une force immense lui broyer les épaules. La pression était telle que tout son squelette craquait, sur le point de se disloquer. Il a regardé à gauche et à droite, cherchant ce qui pouvait bien le tenir. Mais il n'y avait absolument rien autour de lui. Il ne sentait qu'une puissance invisible. Les 4 autres officiers ont levé la tête en même temps, regardant dans le vide. Leur visage était pétrifié de stupeur en voyant leurs collègues se débattre sans fin dans les airs. En voyant cette scène, les villageois, eux, se sont tous jetés à genoux. Le Seigneur Céleste a manifesté sa puissance. Saisi et suspendu en l'air, l'officier était mort de peur. Il pleurait à chaudes larmes, au point d'en avoir mouillé son pantalon. Il agitait les bras et les jambes en l'air, hurlant à plein poumon. « Seigneur Céleste, pitié! Seigneur Céleste, épargnez-moi! Je n'avais pas l'intention de vous offenser. J'ai eu tort, pitié !» Les 4 autres gardes se regardèrent,
interloqués. Ils ne savaient plus quoi faire. C'est à ce moment-là que j'ai gonflé les joues et j'ai soufflé en direction des 4 autres gardes. Un vent violent s'est levé d'un coup. Une rafale puissante s'est abattue sur les 4 hommes, et sur personne d'autre. Les gardes furent emportés par ce vent terrifiant. Ils ont été projetés en arrière, volant sur 3 ou 4 mètres. Ils ont atterri lourdement, manquant de se fendre le derrière en 4. Cette fois, les 4 hommes ont enfin compris ce qu'ils devaient faire. Ils se sont relevés en vitesse avant de se jeter à genoux, front contre le sable jaune. J'ai alors parlé, dites-leur de déguerpir et de ne rien raconter de ce qui vient de se passer. Gao YY a crié d'une voix forte, le Seigneur Céleste vous ordonne de déguerpir et vous avertit de ne rien dire de ce qui s'est passé aujourd'hui. Les 4 hommes se sont prosternés à nouveau. Nous obéirons aux ordres du Seigneur Céleste. Puis ils se sont relevés et ont détalé à toutes jambes. Le garde qui flottait encore dans les airs s'est mis à pleurer. Moi aussi, je veux déguerpir. Seigneur Céleste, pitié. Je vous en supplie, laissez-moi partir aussi. Je ne dirai pas un mot de ce qui s'est passé ici. J'ai relâché ma prise et le garde est tombé d'une hauteur de plus de 3 mètres. Il s'est écrasé au sol dans un bruit sourd. Malgré la douleur, il s'est relevé d'un bond et a poursuivi ses 4 collègues en boitillant. Mon regard s'est alors fixé sur les 5 hommes. Je voulais voir clairement comment ces 5-là allaient bien pouvoir quitter le terrarium. J'ai vu les 5 hommes courir hors du village, titubants et dans un état lamentable, pour atteindre rapidement le bord du terrarium. Comme s'ils ne voyaient pas la paroi de verre, ils ont continué à avancer et l'ont traversée. Ils ont tout simplement disparu, sans laisser de traces. C'était comme si la paroi de verre était un portail menant vers un autre monde. J'ai été témoin de l'entrée et de la sortie de ces petites personnes venues de l'extérieur. Je suis resté songeur. Il fallait que je reconsidère mon terrarium. Peut-être ne servait-il pas seulement à élever ces 42 petites personnes, mais qu'il était connecté à un autre monde de Lilliputiens. Je pensais simplement avoir une petite boîte de Lilliputiens, et je comptais les élever tranquillement, un peu comme on élève une boîte de hamsters. Je n'avais jamais cherché à savoir d'où venaient ces petites créatures. Mais si j'étais en train d'observer un autre monde de Lilliputiens, cela rendait les choses bien plus intéressantes. J'ai alors reporté mon attention sur les villageois. Les gardes s'étaient déjà enfuis. Les villageois s'étaient rassemblés, acclamant et se prosternant vers le ciel. La jeune fille, seule capable de parler avec le Seigneur Céleste, était entourée par les villageois qui lui parlaient tous en même temps, dans un brouhaha confus. La jeune fille a alors levé la tête vers le ciel, et a crié d'une voix forte, « Seigneur Céleste !» Les villageois vous remercient pour votre aide. Ils aimeraient aussi vous demander, ce riz divin est-il un cadeau pour moi seul, ou est-ce que tous les villageois peuvent en profiter? Mon regard s'est fixé sur la figurine de la jeune fille. Cette petite jeune fille peut communiquer avec moi. Elle peut m'entendre parler. Grâce à elle, je peux en apprendre davantage sur le monde des êtres miniatures. On dirait que le moment est venu d'échanger quelques mots avec cette petite jeune fille. Je pris la parole, partagez tout le riz entre vous. J'ai aussi quelques questions à vous poser. La petite jeune fille était folle de joie. Chers amis, le divin Seigneur a dit que ce riz est un présent, qu'il nous offre à tous. Tout le monde peut en avoir une part. Les petits villageois se mirent aussitôt à acclamer, que le divin Seigneur nous protège. Longue vie au divin Seigneur. Dis-leur de se taire, je veux poser des questions. La petite jeune fille s'empressa de crier, silence, tout le monde. Le divin Seigneur a encore quelques questions à me poser. À son cri, tout le monde se tut instantanément. Sur quelle planète ou quel continent vous trouvez-vous? La petite jeune fille ne comprit pas. Elle répéta la phrase mot pour mot, la transmettant à tous les petits villageois. Mais parmi eux, pas un seul ne put comprendre. Même le chef du village, celui qui possédait le plus de savoir et qui avait le plus vu du monde parmi eux, était complètement déconcerté. Une planète? À voir leurs expressions, il était évident que ces mots n'avaient aucun sens pour eux. J'ai compris. Bien que notre culture soit liée, leur niveau de connaissance est resté bloqué à celui d'il y a plusieurs centaines d'années. Dans quel pays vous trouvez-vous? Quelle est l'ère actuelle? Le concept de pays. Les petites gens le comprenaient un peu. Ils savaient qu'ils vivaient dans un pays, que ce pays avait une cour impériale et une armée. Mais quant au nom de ce pays ou à l'époque, ils n'en avaient absolument aucune idée. Ils secouèrent tous la tête à l'unisson. Je fronçai les sourcils. Ces gens ne savent même pas de quel pays ils sont, ni en quelle année ils vivent. C'est un niveau d'analphabétisme exceptionnel. Ah, mais à bien y réfléchir, ça se comprend. Les paysans d'autrefois étaient illettrés et ne quittaient jamais leur village. Le plus loin qu'ils aient jamais voyagé, c'était probablement jusqu'au chef-lieu. Ils étaient complètement ignorants du monde extérieur. Je poussai un long soupir. Tant pis, je ne tirerai rien de vous.
Les petits villageois se regardèrent, consternés. Gao YY baissa la voix et dit au sien, le divin seigneur a l'air très déçu. Le chef du village était désemparé. Nous sommes incapables de répondre aux questions de sa seigneurie. Bien sûr qu'il est déçu. Que allons-nous faire? Le chef du village réfléchit un instant avec sérieux. Toi, dis au divin seigneur de nous accorder un peu de temps, s'il vous plaît. Laisse-nous trouver une solution. Trouvons quelqu'un d'instruit. Quelqu'un d'instruit? Il n'y a personne d'instruit dans notre village. Le chef répondit, pas dans le village de Gaojia, mais au chef-lieu. Il y en a. La personne la plus savante que j'ai jamais vue, c'est bien sûr le seigneur magistrat. Gao YY secoua la tête, embarrassé. Le seigneur magistrat? Comment pourrions-nous espérer le faire venir? Le chef reprit, alors, nous demanderons au conseiller du seigneur magistrat. Gao YY secoua la tête. Le conseil. L'air? Nous n'y arriverons pas plus. Le chef eut un petit rire. Le conseiller est certes un personnage important, mais contrairement au seigneur magistrat, il n'est pas entouré de gardes officiels toute la journée. C'est plus facile de lui demander. Le chef du village, Yi Duol, se tourna vers un jeune gaillard qui se tenait à côté. Chuo. Gao Chuo. Celui-ci s'avança d'un pas, et sourit niaisement. Le chef ordonna, demain, à la première heure, tu prendras quelques jeunes du village avec toi. Mangez une bonne ration de riz blanc géant, prenez des forces, et allez jusqu'à la préfecture pour inviter le scribe à venir au village de Gaojia. S'il accepte de venir, traitez-le avec respect. S'il refuse, assommez-le d'un coup de bâton et ramenez-le sur votre dos. Compris? Et n'oubliez pas, nos vies nous ont été données par le Seigneur Céleste. Tout ce que le Seigneur Céleste désire, nous devons le lui offrir. Nous devons le lui remettre en main propre. Ne le décevons sous aucun prétexte. Gao Chuo, lui, afficha un large sourire. Bien, chef. Compris. Le Seigneur Céleste m'a offert des œufs géants et du riz blanc géant. Je ferai tout ce qu'il me demandera. Une fois les ordres donnés, le chef du village fit un grand geste de la main. Distribution du riz. Que tout le monde mange à sa faim. Les 42 villageois firent la queue devant la maison de Gao YY pour la distribution. Du riz blanc gros comme des meules. 10 grains par personne. C'était assez pour nourrir une famille pendant plusieurs jours. Après que les 41 autres personnes eurent reçu leur part, il en restait encore un tas énorme chez Gao YY. Probablement plusieurs dizaines de grains. Mais personne n'osa dire que Gao YY en avait trop pris. Dans l'esprit de ces villageois incultes et superstitieux, le statut actuel de Gao YY était l'équivalent de celui d'une sainte dans d'autres religions. Et une sainte, bien sûr, est sacrée et intouchable. Chaque foyer commença à faire chauffer de l'eau pour préparer le repas. Impossible de cuire un grain de riz gros comme une meule en une seule fois. Il fallait d'abord le briser en morceaux. Une dizaine de fragments suffisaient à rassasier toute une famille, jeunes et vieux compris. Mais, manger du riz blanc pur jusqu'à satiété, c'était un luxe bien trop grand. Ils n'en firent cuire qu'une demi-portion, qu'ils mélangèrent à des légumes sauvages, de l'écorce et des racines pour faire bonne mesure. De cette façon, une portion de riz blanc pouvait durer 2 repas. J'ai utilisé ma loupe pour regarder à travers la fenêtre ce qu'ils cuisinaient dans leur marmite. Je n'ai pas pu m'empêcher de secouer la tête en voyant ce méli-mélo. Je vous ai donné de la nourriture, et regardez-moi cette tambouille. Comment voulez-vous être en bonne santé en mangeant ça? Franchement, ils sont beaucoup trop économes. Allez, je vais leur ajouter quelque chose. J'allais prendre un morceau de porc pour le mettre dans le diorama, mais après réflexion, je me suis dit que ce n'était pas une bonne idée. Si je donnais un aliment aussi riche à ces villageois qui ont souffert de la faim si longtemps, il y a de fortes chances que leurs estomacs ne le supportent pas. Ils auraient la diarrhée, et avec leur constitution affaiblie, ça pourrait bien les tuer. Laissons tomber. Tant pis. Il vaut mieux y aller progressivement et ajuster leur régime alimentaire petit à petit. Mais cette nourriture que je méprisais, pour les habitants du village de Gaojia, c'était déjà un festin des plus rares. Les villageois, tout joyeux, préparèrent leur repas. Pour une fois, pas besoin de se cacher des voisins pour manger, puisque tout le monde avait la même chose dans son assiette. L'ambiance d'avant la famine était de retour, et le village était bien plus animé. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas mangé un riz aussi bon. Le chef du village dévorait son bol sur le pas de sa porte. Ce riz divin est vraiment parfumé. Il est bien meilleur que celui que nous cultivions. C'est vraiment un cadeau du Seigneur Céleste. Gao Chuo, un grand bol à la main, s'enfilait son repas à toute vitesse. Ce jeune homme, avec sa carrure imposante, avait un bien meilleur appétit que les autres. Là où une famille entière se contentait d'une dizaine de morceaux de riz, lui en dévorait autant à lui tout seul.
Il se goinfrait comme s'il n'avait pas mangé depuis une éternité. C'était à se demander s'il n'allait pas s'étouffer. Bao YYE, lui, était assis tout seul sur le seuil, l'air absent, et mâchait lentement. Il mettait une éternité à avaler chaque bouchée, et des larmes coulaient sur ses joues pendant qu'il mangeait. Maman, quel dommage que tu ne puisses pas en profiter. Une fois le repas terminé, le ciel commença à s'assombrir. Les petits villageois retournèrent se reposer dans leur maisonnette. Mon attention se détourna du diorama. Je m'étirai longuement et pris mon téléphone. Puis j'ai ouvert le forum d'histoire militaire que je fréquentais, de manière anonyme. J'y ai posté la photo. Salut tout le monde, jetez un œil à cette photo. Le village sur la photo s'appelle Gaojia. La jeune fille, c'est Gao YYE et le jeune homme, Gao Chu. Vous. Et il y a aussi 5 officiers. Qu'est-ce que cette photo vous inspire? À quoi ça vous fait penser? Les uniformes de ces officiers ressemblent à ceux des gardes de Yamen de la dynastie Ming. Gao Yi et Gao Shui, ce sont aussi des noms qui sonnent très Ming. Exact, j'ai tout de suite vu que ça devait être la dynastie Ming. Dommage qu'on ne puisse pas voir l'année exacte. En tout cas, ce diorama est super bien fait. Les personnages sont plus vrais que nature. Ça reconstitue parfaitement une scène où les gardes de Yamen de l'époque Ming oppriment les gens du peuple. Ces réponses me laissaient de plus en plus pantois. Je ne serais quand même pas en train d'observer la dynastie Ming, si? Comment ce serait possible? Bah, tant pis, au dodo. 13 juillet de l'an 2023, Xiachuanqing. À 7 heures du matin, la température avait déjà grimpé à 33 degrés. Si ça continue, le soleil de midi va être mortel. Li Daoxian se leva de son lit, encore tout vaseux. Son premier regard fut pour le diorama posé près de son lit. Au début, cette boîte était près de la porte, puis je l'ai déplacée dans le salon. Et hier soir, avant de me coucher, j'ai fini par la mettre près de mon lit, à côté de l'ordinateur, juste pour pouvoir le voir dès le réveil. À l'intérieur du diorama, tout semblait normal. Les petits personnages étaient tous levés. Gao Shui mangeait un petit déjeuner copieux avec quelques jeunes villageois. Aujourd'hui, il devait se rendre au chef-lieu pour solliciter un conseiller. Il fallait donc qu'ils prennent des forces pour le travail qui les attendait. Le chef du village se tenait à côté d'eux, leur donnant ses instructions mot à mot. Quant aux autres villageois, ils portaient des paniers en bambou et s'apprêtaient à partir chercher des herbes sauvages. Li Daoxian ne savait s'il devait en rire ou en pleurer. Ces petits personnages ne faisaient que chercher des herbes sauvages, de l'écorce et des racines, jour après jour. N'y avait-il donc jamais le moindre changement? Bon, il fallait les comprendre. Pour survivre, ils faisaient déjà tout leur possible. Comment aurait-il eu l'esprit à autre chose? Allez, c'est l'heure du nourrissage d'aujourd'hui. Si je les nourris tous les jours, leur angoisse pour leur survie devrait s'apaiser naturellement. C'est seulement à cette condition qu'ils auront l'esprit à autre chose. Li Daoxian ouvrit le réfrigérateur et arracha une feuille du chou chinois acheté la veille. La feuille était assez grande, au moins une quarantaine de centimètres de long pour une dizaine de large. De retour près du diorama, il déposa délicatement la feuille de chou devant Gao YYE. À ce moment-là, Gao YYE portait justement un panier en bambou. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le village pour chercher des herbes sauvages, panier à la main, soudain, dans le ciel, une main immense est apparue et a déposé une gigantesque feuille de chou devant lui, Gao YYE. D'un coup d'œil, il vit que cette feuille de chou mesurait 35 de long sur 10 de large. Chapitre 11. Une fois le ventre plein, les ennuis commencent. Une feuille de chou géante tombe du ciel. Au début, Gao YYE a sursauté, mais il a vite retrouvé son calme. Ce n'était pas la première fois que le divin Seigneur le nourrissait. Il n'était plus aussi abasourdi que la première fois, en voyant l'œuf géant. Au-delà de la joie et de la surprise, il s'est d'abord agenouillé, s'est prosterné face au ciel et a remercié à voix haute le divin Seigneur pour sa grâce. Ce n'est qu'ensuite qu'il s'est relevé et s'est mis à crier à plein poumon. Tout le monde, venez vite. Le divin Seigneur nous a encore offert de la nourriture. Les villageois, qui s'apprêtaient à partir avec leur panier en bambou pour chercher de quoi manger, se sont rassemblés autour de lui en un clin d'œil. La gigantesque feuille de chou les a laissés stupéfaits un instant. Mais après avoir déjà vécu l'épisode de l'œuf géant et du grand riz blanc, leur stupéfaction n'a duré qu'un court instant. Puis, sur ordre du chef du village, tout le monde a commencé à se partager la grande feuille de chou. Un morceau par famille, et pour Tchou. Où et les quelques jeunes qui sont partis au chef-lieu, mettez aussi quelques morceaux de côté, a ordonné le chef du village à voix haute. Les villageois se sont alors sagement mis en file pour la distribution. Chacun a découpé un bon morceau de la feuille pour le ramener chez soi. Comme l'avait prévu Li Daoxian, de bon matin.
Cette nourriture tombée du ciel signifiait que les villageois n'étaient plus pressés d'aller déterrer des herbes sauvages. Quand on a faim, on n'a qu'un seul souci, manger. Mais une fois le problème de la faim et du froid résolu, une myriade d'autres préoccupations apparaissent. Les villageois ont aussitôt commencé à montrer leurs multiples facettes. Mon petit, ton pantalon est déchiré depuis plusieurs jours. Viens voir. Maman, que je te le recouse. L'Idaoxian remarqua que dans le village, il y avait une femme très douée en couture. C'était une femme d'âge mûr qui, bien que n'ayant aucun outil moderne, juste une paire de ciseaux et une aiguille, parvenait à coudre pour son enfant un très beau vêtement en toile de jute. Daba-Ge. La dernière fois, tu ne devais pas m'apprendre à fabriquer des pots en terre cuite. J'ai déterré un gros morceau d'argile jaune exprès pour ça. Montre-moi comment on le transforme en pot. L'Idaoxian vit deux hommes d'âge mûr en train de malaxer de l'argile. Il s'avéra que l'un d'eux savait fabriquer des poteries. C'était un savoir-faire vraiment impressionnant. En peu de temps, il avait transformé une motte d'argile jaune en un très joli pot en terre cuite. L'autre homme, tout gauche, l'imitait et a même réussi à façonner un pot tout biscornu. En déplaçant son regard vers une autre partie du village, il vit que le chef du village avait lui aussi un talent, il taillait un tas de lattes de bambou et, en un rien de temps, il tressa un panier et deux hottes. Ce travail manuel était superbement réalisé. Gao Yi, la lame de ma machette était bréchée, tu pourrais me la reforger? L'Idao Xian suivit la scène du regard. Il découvrit qu'un forgeron nommé Gao Yi aidait son voisin à reforger une machette. Après le tintement répété du marteau et quelques amitabas sonores, la machette fut réparée, comme neuve. Du coup, la boîte d'observation offrait un spectacle bien plus riche, qu'il observait avec un vif intérêt. Tiens, attends une minute. On dirait qu'une scène intéressante est sur le point de se produire. L'Idaoxian remarqua soudain que Gao Yi était en train de puiser de l'eau. Il remonta un seau d'eau du puits, le ramena chez lui et le versa dans une grande bassine en bois. Puis elle a fermé la porte et la fenêtre à double tour. Il a soudain compris. N'était-ce pas exactement ce que racontaient les internautes oisifs sur les forums? La jeune fille allait utiliser ce seau d'eau pour se laver. Le cœur de l'Idaoxian, sans qu'il sache pourquoi, s'est mis à battre la chamade. Il a jeté un œil à la loupe dans sa main, puis à la maison délabrée de Gao Yye. La bâtisse était pleine de trous, surtout le toit. Probablement parce qu'il n'avait presque pas plu pendant les 3 ans de sécheresse, personne ne se souciait des fuites. Un trou, visible à l'œil nu, laissait entrevoir l'intérieur. S'il pointait la loupe vers ce trou, il pourrait tout voir. L'Idaoxian a commencé à hésiter. Devrais-je me comporter en homme ou en loup? Alors qu'il était en plein dilemme, il a soudain aperçu dans le trou un visage. C'était celui de Gao Yye. Elle avait empilé une table et un tabouret, un échafaudage très haut, pour grimper jusqu'à pouvoir atteindre le trou dans le toit. Elle regardait le ciel à travers le trou, et l'Idaoxian, depuis le ciel, regardait le trou. Leurs regards se sont donc croisés une nouvelle fois. Une atmosphère étrange s'est installée entre eux. Après plusieurs secondes, Gao Yye a détourné le regard. Elle n'osait pas soutenir le regard du dieu céleste. Simplement, son petit visage tout sale est devenu tout rouge, si rouge que même la crasse ne pouvait le cacher. Son visage entier a viré au rouge sombre. C'est qu'elle était si petite. Elle mesurait moins d'1 centimètre de haut. Sans sa loupe, l'Idaoxian n'aurait jamais pu distinguer la couleur de son visage, et encore moins la rougeur de sa timidité. Gao Yye a violemment poussé la porte et s'est enfuie en courant. Elle a couru à toute vitesse jusqu'au chef du village, baissant la voix à un volume que le dieu céleste ne pourrait certainement pas entendre. Elle a murmuré, « Grand-père chef du village, j'ai une question à vous poser. » Le chef, oh! De quoi s'agit-il? Le visage de Gao Yye était rouge comme une pivoine. C'est que, le dieu céleste semble me regarder tout le temps depuis le ciel. Le chef, mais c'est une bénédiction. Le dieu céleste veille sur toi. Il te regarde constamment depuis le ciel. Il nous offre de la nourriture par tes mains et transmet ses ordres divins par ta bouche. Tu devrais lui en être reconnaissante. Pourquoi fais-tu cette tête bizarre? Gao Yye, mais, on me regarde tout le temps. Comment je vais faire pour me changer ou me laver, maintenant? Le chef, PFF. Ce n'est que pour des broutilles pareilles. As-tu oublié qui t'a sauvé la vie? Se changer et se laver, quelle importance? Si un jour le Dieu céleste a besoin que tu le serves, tu devras obéir sagement. À cette époque, parmi le peuple, il existait de nombreuses croyances étranges. Il était courant que certaines sectes exigent des femmes qu'elles servent les divinités. Bien sûr, les divinités elles-mêmes n'en profitaient pas du tout. Celles qui servaient avec leur corps le faisaient en réalité pour les moines,
les prêtres taoïstes ou les charlatans qui se disaient porte-parole des dieux. En entendant les paroles du chef, le cœur de Gao YY rata un battement. Alors, c'est comme ça? Le Dieu céleste m'a sauvé la vie et m'a donné à manger. Est-ce que ça veut dire que je dois le servir? L'image du visage jeune et séduisant du Dieu céleste traversa son esprit, mais elle la chassa aussitôt. Aïe, mais à quoi je pense? C'est tellement irrespectueux. De retour à la maison, il leva la tête vers le trou dans le toit et abandonna l'idée de le reboucher. Comme l'avait dit le chef du village. Si le Seigneur céleste voulait regarder, alors qu'il regarde. Moi, Gao. C'est lui qui m'a donné la vie, alors qu'y a-t-il que je ne puisse lui montrer? D'une main tremblante, il défit ses vêtements. Son corps crasseux apparut. Il ne s'était pas lavé depuis si longtemps que le sable jaune formait des croûtes sur sa peau. Ajoutons à cela une malnutrition chronique, et il n'avait que la peau sur les os. Son corps n'était vraiment pas beau à voir. Il se moqua de lui-même intérieurement, ce corps sale et maigre. Si faible. Même exposé devant le Seigneur céleste, il ne daignerait même pas y jeter un œil. Alors à quoi bon me cacher? Il prit un vieux chiffon, le trempa dans le seau et l'essora. Puis il commença à se frotter méticuleusement. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à cet instant, Lida Oxuan avait déjà retiré sa loupe depuis longtemps. Si, au début, il n'avait pas été repéré par la jeune fille, il aurait peut-être continué à la mater. Mais s'étant fait surprendre une fois, n'importe qui de normal n'aurait pas l'audace de recommencer. Il détourna son regard vers le bord du vivarium, se demandant ce qu'il était advenu des petits hommes partis en ville chercher le maître. Dès qu'ils sortent du vivarium, je ne peux plus les voir, ni veiller sur eux. S'ils meurent dehors, que ferai-je? Chapitre 12, une visite au village de Gaojia. En 1627, 7e année de l'ère Tianqi, district de Shengsheng, Shaanxi. Gao Shuwu, accompagné de 3 jeunes hommes de la famille Gao, franchit la porte de la ville du district. Tous les 4 étaient des peknos qui n'avaient jamais quitté leur village. Pour faire le trajet de plus de 30 lis depuis le village de Gaojia, ils n'avaient compté que sur leur bagou. Avec des paroles mielleuses, ils demandaient leur chemin à tous ceux qu'ils croisaient. Même après s'être trompés de route plusieurs fois, c'est en posant des questions qu'ils ont retrouvé leur chemin. Lorsqu'ils franchirent la porte de la ville, le soleil était déjà au zénith. C'était midi. Au moment le plus chaud, la température extérieure atteignait 40 degrés. Les 4 jeunes hommes crevaient de chaud, abattus et sans énergie, se sentant tout légers. Shuwu. Pour trouver le maître, il faut aller au yamen, non? J'ai tellement peur du yamen. On dit que le magistrat dévore les gens sans recracher les os, et que ses gardes font de même. C'est terrifiant. Les 3 jeunes hommes étaient morts de trouille. Et Gao Shuwu aussi. Ce pekno, qui de toute sa vie ne s'était jamais éloigné de plus de 10 lis de chez lui, mettait les pieds en ville pour la première fois. Il était déjà complètement intimidé par les hautes demeures de la ville, au point d'en trembler un peu. Il plongea la main dans le sac de provisions qu'il portait. Il tâta les galettes de riz brisées à l'intérieur. C'était un cadeau du chef du village avant leur départ, à utiliser en cas de besoin. Chacun avait 5 galettes de riz dans son sac. Ce contact le calma un peu. Peur de quoi, bordel? Le Seigneur Céleste est avec nous. En entendant les mots au Seigneur Céleste, les 3 jeunes hommes retrouvèrent un peu de leur allant. Leur courage sembla revenir un peu. Les 4 se remirent à demander leur chemin avec des paroles flatteuses, et sous les indications des passants, ils finirent par arriver. Juste devant le yamen du district. Devant le yamen, une scène discordante se déroulait. Un homme d'âge mûr, au visage glabre et au teint pâle. Corpulent, vêtu d'une longue robe, il hurlait et pleurait à chaudes larmes devant le yamen. « Monsieur le magistrat, je vous en supplie, ne me renvoyez pas. Votre humble serviteur s'est toujours dévoué corps et âme pour vous, jusqu'à mon dernier souffle. Comment pouvez-vous me jeter comme ça, juste sur un coup de tête? C'est ce qu'on appelle se débarrasser des gens une fois qu'ils ne servent plus à rien. » Il a prononcé ces derniers mots en insistant, l'air faussement outré et complètement idiot. Les gardes postés à l'entrée du yamen secouèrent la tête et dirent, « Maître Sang, arrêtez de vous lamenter ici. Monsieur le magistrat a dit qu'il ne voulait plus de vous, un point c'est tout. Ça ne sert à rien de crier. Faites attention. Si vous l'énervez, il pourrait vous jeter en prison, et ce serait encore pire. » En entendant ces quelques mots, les yeux de Gao Shuwu, qui se tenait à côté, s'illuminèrent. « Vous avez entendu? Le garde l'a appelé Maître Sang. Ce type doit être celui dont le chef du village a parlé. Le conseiller du magistrat, Sang Chieer. » Les 3 autres jeunes hommes s'exclamèrent. Le conseiller est en train de pleurer. On dirait que le magistrat ne veut plus de lui. Gao Shuwu dit, « Qu'est-ce que ça peut nous faire? On a juste besoin de le ramener avec nous. Ne le quittez pas des yeux. Dès qu'il s'engagera dans une ruelle, on ira le chercher. » Il sortit un gros gourdin de son dos. C'était un gourdin qu'il avait ramassé sur la route en venant en ville.
San Shi'er continua de se lamenter devant le yamen, mais en vain. Le magistrat Zhang Yaoke en avait plus cassé de lui depuis longtemps. Peu importe ses pleurs et ses cris, il resta de marbre. Il envoya même 2 gardes, qui rouèrent San Shi'er de coups, le laissant le visage tuméfié. Après s'être fait rosser, le bonhomme comprit que la décision du magistrat était irrévocable. Il poussa un long soupir et quitta le yamen. Il longea la rue principale un moment, puis tourna pour s'engouffrer dans une petite ruelle. Il voulait prendre un raccourci pour rentrer chez lui, mais à peine avait-il fait quelques pas dans la ruelle qu'il vit apparaître devant lui un jeune homme costaud, un gros gourdin à la main. San Shi'er sursauta, terrorisé. Il se retourna vivement pour s'enfuir, mais vit que 3 autres jeunes hommes lui bloquaient le passage. Pris au piège, San Shi'er jaugea rapidement les 4 jeunes hommes du regard. Il comprit immédiatement que c'étaient 4 va-nu-pieds. Il leva vivement les mains en l'air et dit « Ne me frappez pas. Je suis de votre côté. C'est le magistrat qui impose ces taxes exorbitantes. Je n'y suis pour rien. J'ai même essayé de le persuader de ne pas vous accabler de taxes. C'est ce qu'on appelle défendre le peuple. » Gao Shuwu sourit d'un air naïf. « Ah bon, vraiment ?» San Shi'er répondit aussitôt « Bien sûr. C'est justement parce que j'ai pris votre défense que le magistrat m'a renvoyé et ne veut plus de moi. C'est ce qu'on appelle être le bouc émissaire. » Gao Shuwu se gratta la tête. « Je ne comprends pas tout ce que vous dites, mais vous avez l'air d'être quelqu'un de très instruit. » San Shi'er dit « Oui, oui, oui. Je suis un homme de lettres. Vous ne pouvez pas me traiter aussi brutalement. Et, lâche ce bâton. On peut en discuter calmement. C'est ce qu'on appelle la persuasion par la parole. » Gao Shuwu afficha un large sourire. « Ah, un homme de savoir. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Nous vous invitons à nous accompagner. Au village de Gaojia, n'est-ce pas ?» demanda 32. « Hein? Le village de Gaojia? C'est tout, ça? Je n'irai pas. Je ne veux pas y aller. C'est ce qu'on appelle le PRI. Pan. » Un bâton s'abattit sur l'arrière de sa tête. 32 s'effondra sans même pousser un gémissement. Derrière lui, le jeune villageois qui l'avait frappé rangea son bâton et dit « Je sais pas pourquoi, mais dès que je l'entends parler, j'ai envie de le frapper. » Ce type, ces 4 derniers mots étaient vraiment insupportables. On ne comprend absolument rien à ce qu'il raconte. Gao Shuwu étouffa un rire. À vrai dire, j'avais bien envie de le frapper aussi. Les 4 hommes se mirent à ricaner. 2 d'entre eux soulevèrent 32 par les bras et partirent en direction de la sortie de la ville, aussi vite que possible. Alors qu'ils marchaient, ils virent une paire de gardes approcher sur la route. De loin, ils aperçurent les 4 pecnos qui transportaient un homme vêtu d'une longue robe. Visiblement un homme riche. Ce dernier avait la tête penchée en avant. Il semblait s'être évanoui. L'attention des gardes se fixa aussitôt sur le groupe. La scène ressemblait à s'y méprendre à des pauvres en train de voler et de kidnapper un riche. Un des gardes leur cria « Eh, vous 4 ? Qu'est-ce que vous faites ?» Gao Shuwu et ses compères s'amusaient à leur petit jeu d'enlèvement, mais à la vue des gardes, ils se dégonflèrent instantanément. Les jambes des 4 hommes se mirent à trembler. Leur première pensée fut de s'enfuir. Mais, contre toute attente, il se passa quelque chose d'amusant. Le garde regarda de plus près. Et à sa grande surprise, il reconnut Gao Shuwu. Gao Shuwu du village de Gaojia. Lui aussi, en regardant attentivement, reconnut le garde. C'était celui de la veille. Il s'agissait en effet du garde qui était venu la veille au village de Gaojia pour collecter les impôts, et qui avait été soulevé en l'air par Lida Oxian avec seulement 2 doigts. L'incident de la veille l'avait tellement terrifié qu'il en avait pissé dans son froc. De retour chez lui, il n'avait pas dormi de la nuit, craignant d'être puni par le Seigneur divin. Il était mort de peur. Il n'osait même plus quitter la ville et ne se risquait dans les rues qu'en compagnie de plusieurs collègues pour se donner du courage. Derrière lui se trouvaient également les 4 autres gardes de la veille, ceux que Lida Oxian avait envoyés valser d'un simple souffle. Eux aussi étaient morts de trouille. S'ils se déplaçaient en groupe de 5, c'était précisément pour se donner du courage les uns aux autres. Qui aurait cru qu'ils tomberaient soudainement sur des gens du village de Gaojia en pleine rue? Ne serait-il pas envoyé par le Seigneur divin pour vérifier si nous avons gardé le silence à son sujet? Les 5 gardes devinrent livides de peur. Gao Shuwu n'en menait pas large non plus et bafouilla. « C'est notre ami, il a eu une insolation. On l'emmène juste au bord de la rivière pour lui rafraîchir le visage. » Les 5 gardes balbutièrent. « Alors, nous vous en prions, continuez. À propos d'hier, nous n'avons pas dit un seul mot à personne. » Les 2 groupes tremblaient de tous leurs membres. Et se croisèrent dans la rue. À peine s'étaient-ils dépassés que les 5 gardes prirent leurs jambes à leur cou. Gao Shuwu et son groupe firent de même et détalèrent. Les 2 groupes s'enfuirent dos à dos, disparaissant dans la poussière. Chapitre 13, lui mettre une raclée.
Li Daoxian passa une autre journée entière à fixer son diorama d'un air absent. Quand la faim se faisait sentir, il commandait à manger. Et c'est ainsi que le soir tomba. Dehors, la ville de Chongqing était baignée dans la lueur dorée du crépuscule. Étonnamment, le paysage à l'intérieur du diorama avait lui aussi pris l'apparence d'un coucher de soleil. Pourtant, la lumière fluorescente de la pièce illuminait le diorama et aurait dû. La lumière semblait entrer dans la boîte à travers le verre, mais en réalité, elle ne s'y propageait pas. Le ciel à l'intérieur du vivarium s'assombrissait de plus en plus. Cette boîte avait bien trop de bizarreries. Li Daoxian ne s'attardait déjà plus sur des broutilles comme la lumière. Il s'inquiétait un peu pour Gao Shuwu et les 3 autres jeunes villageois. Ils étaient partis pour la ville de district au petit matin, et n'étaient toujours pas revenus. Pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé en chemin. Ce sentiment, c'était un peu comme s'occuper d'une cour remplie de chatons. Quant au conseiller 32, qu'ils avaient assommé, il avait déjà repris connaissance à mi-chemin. Il s'est ensuite retrouvé forcé d'avancer, escorté par 4 villageois à l'air féroce, armés de gros gourdins. 32 n'osait pas résister. Il jeta un œil discret aux 4 hommes et comprit qu'ils étaient tous du genre un peu simplet. Le genre de personne avec qui il est inutile de raisonner. S'il parlait trop, il risquait de se prendre un coup de gourdin, alors il a préféré se taire. Il les a donc suivis sagement tout le long du chemin jusqu'au village de Gaojia, un trajet de plus de 30 li. Pour un conseiller peu habitué à l'effort physique, ce n'était vraiment pas une mince affaire. Ajoutez à cela qu'il n'avait rien mangé de la journée. En arrivant au village de Gaojia, il était complètement épuisé, à bout de souffle. À peine entré dans le village, 32 s'effondra sur le sol. Le village de Gaojia. Enfin. Messieurs les costauds, pourquoi diable m'avez-vous amené ici? Vous pouvez me le dire maintenant, n'est-ce pas? C'était le moment de vérité. Gao Shuwu. Vous 3, surveillez bien le conseiller. Je vais chercher YYE. Il partit en courant vers la maison de Gao YYE, espérant l'utiliser pour informer le Seigneur Céleste. Mais Li Daoxian avait déjà vu toute la troupe. Il n'avait pas besoin qu'on vienne le prévenir. Il s'adressa à la maison de Gao YYE, YYE. YYE. À ce moment-là, Gao YYE venait de finir de dîner et raccommodait de vieux vêtements dans sa maison. En entendant la voix du Seigneur Céleste, il tressaillit de tout son corps. D'un bond, il sauta de son tabouret délabré. Puis, ploc, il tomba à genoux, sur le sol. Seigneur Céleste, quels sont vos ordres? Li Daoxian, Gao Shuwu a ramené. Un homme qui a l'air d'avoir une certaine instruction. Viens m'aider à lui poser quelques questions. Gao YYE comprit. J'obéirai aux ordres du Seigneur Céleste. Li Daoxian, bien. Va, dépêche-toi. Gao Shuwu est sur le point d'arriver devant chez toi. Gao YYE se releva et ouvrit la porte. À l'instant précis où il ouvrait la porte, dehors, Gao Shuwu s'apprêtait justement à frapper. Sa main était levée, mais la porte, dans un grincement, s'ouvrit vers l'intérieur. La main levée de Gao Shuwu se figea. Ah. YYE. Comment tu savais? Gao YYE répondit, le Seigneur Céleste m'a dit que tu étais de retour, et que tu ramenais un homme instruit. Gao Shuwu jeta un regard rempli de crainte respectueuse vers le ciel. Gao YYE, lui, se mit à courir à toute vitesse en direction de l'entrée du village. À ce moment-là, la nouvelle s'était déjà répandue parmi de nombreux villageois. Après tout, le village est si petit, que quelques familles peuvent voir ce qui se passe à l'entrée du village depuis leurs fenêtres. Il suffit d'un cri pour alerter les autres. Tout le monde est sorti. Les 42 âmes du village, hommes, femmes, jeunes et vieux, se sont toutes rassemblées devant 32. Le soleil était sur le point de se coucher, et ses rayons dorés et obliques, étirant les ombres de tout le village en longueur. Les silhouettes obliques de tous les villageois se tenaient dans le soleil couchant, regardant Sanchiuer en silence. La scène avait quelque chose de sinistre. Sanchiuer sentit soudain une pression monstre. Pris de peur, il prit la parole avant même que les villageois ne puissent ouvrir la bouche. Ne vous méprenez pas. Surtout, ne vous méprenez pas. Ce n'est absolument pas moi qui vous force à payer la taxe. Je le jure devant les cieux, j'étais de votre côté. J'ai essayé de raisonner le vénérable magistrat, de lui dire de ne pas collecter la taxe, mais il m'a chassé du yamen. C'est vrai, je le jure, c'est l'exacte vérité. Ne me frappez pas. Si vous avez des plaintes, adressez-vous au vénérable magistrat. C'est ce qu'on appelle rendre à chacun son dû. Les villageois s'écartèrent des deux côtés, et Gao YYE s'avança pour se placer tout devant, face à Sanchiuer. Elle se retrouva ainsi, au centre de la scène. Le regard de Sanchiuer se posa naturellement sur elle, et il se mit à gamberger. Qu'est-ce qui cloche avec ce village?
Normalement, dans un village. C'est un vieux chef respecté et vertueux qui prend la parole. Pourquoi est-ce une jeune femme dans ce village? Gao. YY tendit l'oreille, comme pour écouter une voix venant du ciel, puis demanda d'un air solennel. Qui es-tu et quelle est ta fonction? Combien de livres as-tu lu? Que as-tu vu du monde? San Chier se ressaisit. Mon humble nom de famille est San. Comme je suis né le 2 octobre, on m'a nommé San Chier. J'étais au service du comté de Shengsheng, dans la province du Shaanxi. J'étais le secrétaire de Monseigneur le magistrat du comté. Anciennement. J'ai été renvoyé. J'ai étudié durement pendant 10 ans, parcouru le pays du nord au sud. C'est ce qu'on appelle être un grand érudit. Li Daoxuan, en entendant ce type, trouvait que le début de son discours était à peu près normal. Mais quand il a prononcé les 4 derniers mots, il a soudain haussé la voix, pris une expression exagérée et fait une pause prétentieuse. C'était franchement ridicule. Il ne put s'empêcher d'en rire. YY, demande-lui en quelle année et quel mois nous sommes. L'esprit de Gao YY s'éclaira. Elle s'empressa de transmettre les paroles du Seigneur Céleste. En entendant cette question, San Chier ne put s'empêcher d'être surpris. Me demander l'année et le mois. Qu'est-ce qui leur prend, à ces villageois? J'ai entendu dire que les paysans à la campagne peuvent passer des années sans quitter leur village, complètement ignorants du monde extérieur. Ça arrive, c'est vrai. Mais pourquoi me demande-t-il ça? Malgré ses doutes, il n'osait pas ne pas répondre. San Chier reprit un air sérieux et déclara solennellement, « Nous sommes actuellement au mois de juillet de la 7e année de l'ère Tianqi. C'est ce qu'on appelle, Zut. Impossible de résumer cette phrase par un proverbe. » Il se prit la tête entre les mains, l'air tourmenté. Apparemment, ne pas pouvoir conclure sa phrase par un aphorisme lui causait une douleur insupportable. Les villageois ne savaient s'il fallait rire ou pleurer de son attitude comique, mais Li Daoxuan, lui, ne riait pas. Au contraire, il était complètement figé. Sur place. Car lui qui passait son temps sur les forums d'histoire militaire, l'ère Tianqi. 7e année, cette date ne lui était pas inconnue. C'était bel et bien un nom d'air qui avait réellement existé sous la dynastie Ming. Cette année-là, l'empereur Tianqi, Zhu Yuxiao, mourut de maladie. L'empereur Shongzhen, Zhu Yujian, monta sur le trône. Une grande sécheresse s'abattit sur le pays, les révoltes paysannes de la fin de la dynastie Ming étaient sur le point d'éclater, et la grande dynastie Ming. Les 10 dernières années de lutte sont sur le point de commencer. Comment est-ce possible? Ce que j'ai vu à travers le jardin miniature. Serait-ce une véritable dynastie historique? Non, non, non. C'est peut-être juste une coïncidence. Ce n'est qu'une coïncidence de nom d'air, dit Li Daoxuan d'un ton grave. YY, demande-lui le nom de l'empereur actuel. YY s'empressa de poser la question. Interrogé sur le nom tabou de l'empereur. Le visage de 32 devint solennel. Le nom de Sa Majesté actuelle, ce humble serviteur n'ose le prononcer. C'est ce qu'on appelle le respect du haut souverain. Li Daoxuan, ruez-le de coups. Chapitre 14, 7e année de l'ère Tianqi, Gao YY. Ce type refuse de dire le nom de l'empereur. Le Seigneur Céleste est très en colère. Tout le monde, à vos armes. On va lui donner une bonne leçon. Gao Shui fut le premier à s'emparer d'un gros gourdin. Plusieurs autres jeunes hommes resserrèrent leur prise sur leurs bâtons. Les villageois se mirent tous à chercher des armes. Sous le soleil couchant, une foule de villageois brandit toutes sortes d'objets hétéroclites. Des jarres en terre cuite, des houes, des pieds de table, des balanciers. En voyant ce déploiement de force, 32 devint blême. Avant que les villageois ne puissent bouger, il se mit à hurler, « Zhu Yuxiao! Zhu Yuxiao !» L'empereur actuel s'appelle Zhu Yuxiao. À ce moment-là, il n'en avait plus rien à faire du nom tabou de l'empereur. Comme on dit, l'empereur est bien loin. Les règles de la capitale ne s'appliquent pas ici. Pour l'instant, le plus important était de sauver sa peau, au diable les tabous. Il en oublia même son habitude de toujours conclure ses phrases. Alors, il s'appelle vraiment Zhu Yuxiao. Li Daoxuan s'assombrit. YY, interroge-le sur la situation du royaume. Gao YY transmit aussitôt la question. 32, voyant l'arsenal hétéroclite qui l'entourait, était mort de peur. Ne sachant pas ce que signifiait cette situation du royaume, il se contenta de réciter le document officiel qu'il venait de voir au Yamen. Le 11 du 5e mois, les troupes Jian attaquent Jinzhou. La cour impériale envoie des renforts. Le 28, les barbares Jian divisent leurs forces à la cité de Gongmingyuan. Sudu, Yuan, Shongan, avec le Zongan Liu Yingkun et le vice-émissaire Bizizu, ont mené les soldats du camp d'Engpi Shuli pour les repousser à coups de canon. Arrivé là, il vit les visages perplexes des villageois,
qui de toute évidence ne comprenait rien. Il sentit son cœur se serrer. Mais leurs armes n'étaient pas retombées. 32 comprit qu'il était sur la bonne voie et continua. Le général Mangi, Yu, Shilu et Zudashu sont venus à la rescousse avec leurs troupes. Une grande bataille s'est engagée hors des murs, avec des pertes des deux côtés. Mangi a été blessé des dizaines de fois. Le chef des Jian, blessé, s'est retiré en secret. Une armée a attaqué Jinzhou, mais Jinzhou n'a pu être prise. Ils se sont donc retirés à cause de la chaleur écrasante de l'été. Il s'arrêta là, incapable de se souvenir de la suite. La sueur coulait à flots sur son visage. Il pensa, c'est la fin. Je ne me souviens de rien d'autre. Je ne sais pas s'ils sont satisfaits. Vont-ils me tuer? La situation ne tenait plus qu'à un fil. En réalité, ce qu'il avait récité était amplement suffisant. Li Daoxuan, en entendant cela, était désormais certain que le monde du jardin miniature n'était pas un quelconque monde parallèle de Lilliputien, mais bien la dynastie des grands Ming. Et qui plus est, la période la plus difficile de la fin de la dynastie Ming. Pas étonnant que le village de Gaojia soit si désolé et que ses habitants meurent de faim. Le peuple, à la fin de la dynastie Ming, ne vivait-il pas exactement comme ça? C'est juste que le lire dans les livres d'histoire n'est pas aussi parlant. C'est en le voyant dans le jardin miniature qu'on peut vraiment s'identifier à leur souffrance. D'un coup, Li Daoxuan comprit tout. C'est bon, ne le tourmentez plus. Ce que je voulais savoir, je l'ai appris. Vu son état de fatigue et de faim après sa capture, donnez-lui quelque chose à manger. Après avoir dit ça, il n'avait plus le cœur à s'occuper de son diorama. Il alluma son ordinateur à toute vitesse, ouvrit son navigateur et lança une recherche sur Baidu. Il chercha des informations sur la fin de la dynastie Ming et s'y plongea entièrement. Il naviguait dans l'océan de l'histoire. Et sa dernière phrase, transmise par la bouche de Gao Yye, fit que les villageois déposèrent immédiatement leurs armes et se prosternèrent vers le ciel. Puis, ils se dispersèrent et rentrèrent chacun chez soi. 32 poussa un soupir de soulagement, pensant qu'il venait d'avoir la vie sauve. Les habitants de ce village sont si étranges. Ils obéissent tous à cette jeune fille. Et cette fille a tout l'air d'une charlatan, le cliché de l'escroc qui prétend parler au nom des dieux. Ce ne serait pas une secte du genre de la société du lotus blanc, tombée entre les griffes d'une secte. Les chances de survie sont minces. Je dois jouer leur jeu pour rester en vie et pouvoir rentrer chez moi. C'est ce qu'on appelle faire des compromis pour survivre. Lui aussi, il fit semblant. Imitant les villageois, il se tourna vers le ciel. Et se prosterna une fois, sans même savoir quel dieu il vénérait. Mais peu importe, se prosterner était la bonne chose à faire. Il n'y a pas de honte à ça pour sauver sa peau. Gao Yye lui dit, viens avec moi, je vais te trouver quelque chose à manger. 32 acquiesça et la suivit précipitamment. Tout en marchant, il demanda à voix basse, un peu hésitant, Mademoiselle, j'ai l'impression que tout le monde dans votre village vénère un dieu. Quel est le dieu que vous priez? C'est ce qui s'appelle mener l'enquête. Gao Yye, ne sachant pas à quoi il pensait. C'est la première fois que j'entends parler de gens qui ne savent même pas quel dieu ils prient. Ces villageois sont vraiment trop stupides. Gao Yye, le Seigneur Dieu céleste est le Seigneur Dieu céleste. Il ne nous a jamais révélé son nom. Et nous n'osons pas le lui demander. Nous savons seulement que son pouvoir est infini, qu'il est doux et miséricordieux. Il a comblé de bienfaits les gens de notre village de Gaojia. C'est grâce à lui que nous avons tous survécu. 32 ricana intérieurement. Seuls de simples villageois naïfs pourraient croire au mythe inventé par un charlatan. Moi, 32, j'ai étudié les livres des sages, je ne me laisserai pas berner si facilement. C'est ce qu'on appelle avoir l'esprit clair et une volonté de faire. Il pensait justement à cela quand ils arrivèrent devant la maison de Gao Yye. Avec un grincement, elle poussa la porte en planche de bois délabrée. Assieds-toi un instant, je vais à la cuisine te préparer à manger. 32 leva les yeux pour regarder à l'intérieur de la maison de Gao Yye, et resta bouche bée. Dans un coin de la pièce, il y avait un énorme tas de gros grains de riz blanc. Vraiment énorme. Chaque grain était aussi grand qu'une meule de moulin. Contre le mur était aussi posée une feuille de chou. Ce n'était pas une feuille entière. On pouvait le voir à ses nervures. C'était juste un petit morceau coupé d'une feuille de chou, et il était aussi grand que le mur tout entier. Gao Yye prit nonchalamment quelques brisures de riz, puis arracha un morceau de la feuille de chou géante et mit le tout dans un panier en bambou. Elle entra dans la cuisine, ayant visiblement l'intention de lui préparer un repas avec ça. La mâchoire de 32 tomba de stupeur, et il mit un long moment à la refermer. Mais qu'est-ce que c'est que ce riz? Et cette feuille de chou? Et qu'est-ce que c'est que ce village? Oh, bonté divine! 32 était un intellectuel typique de l'Antiquité.
Bien qu'il en sache beaucoup plus qu'un illettré et qu'il ne soit pas facile à duper par les charlatans, il ne pouvait toujours pas se défaire complètement de la superstition. Autrement dit, bien qu'il ne croie pas aux fables de la secte du lotus blanc sur la mer éternelle et la terre natale du vide, il n'est pas athée pour autant. Il croit lui aussi en l'existence de divinités dans le monde. Figé. Pendant plusieurs dizaines de secondes, il s'était lancé d'un bond. Il a filé jusqu'à l'entrée de la cuisine et a hurlé à Gao YYE, qui préparait le repas à l'intérieur. Mais quel est le grand immortel? Qui vous a accordé cette nourriture? Gao YYE a simplement répondu qu'il ne savait pas. Sanchier a rétorqué, tu n'as même pas cherché à savoir? Et dire que tu es censé être un messager divin. À cause de toi, les villageois ne savent même pas devant qui ils se prosternent. Plus tard, quand il faudra construire un temple pour le dieu, on ne saura même pas qui honorer. C'est une situation vraiment confuse. Gao YYE ajouta, ah, tu as raison. Les gens instruits sont bien plus prévoyants. Il leva la tête vers le ciel et cria, ô grand Dieu du ciel. Grand Dieu du ciel, sous quel nom devons-nous vous invoquer? Le ciel est resté silencieux, personne ne lui a répondu. Lida Oxuan, à ce moment-là, s'était déjà plongé dans ses livres d'histoire. La lecture de l'histoire humiliante de la fin de la dynastie Ming le laissait abattu et mélancolique. La voix de la petite figurine de jeune fille dans la boîte. Pas plus forte qu'un bourdonnement de moucheron, comment aurait-il pu l'entendre? Gao YYE a haussé les épaules en direction de Sanchier. Le grand Dieu ne veut pas le dire. Sanchier soupira, hélas. Chapitre 15, 3 questions. Le jour s'est levé. Lida Oxuan, les yeux injectés de sang, jeta un coup d'œil à l'aube qui pointait à la fenêtre. Sans s'en rendre compte, il avait passé toute la nuit à lire des documents historiques. Il avait parcouru en gros cette période humiliante de la fin de la dynastie Ming, et avait désormais une compréhension générale du déroulement des événements. Cependant, de nombreux détails lui échappaient encore. De plus, les livres d'histoire étaient souvent rédigés avec beaucoup de sous-entendus, et contenaient de nombreuses contradictions. On ne pouvait pas s'y fier entièrement. Il a double-cliqué avec la souris, pour ouvrir un fichier sur son bureau. C'était un résumé des questions clés qu'il avait compilées pendant la nuit. Question 1. Les objets placés dans le diorama voient leur longueur, largeur et hauteur multipliées par 2 sens. Le volume augmente proportionnellement, et le poids aussi. De combien exactement? Étant un étudiant en lettres, il était incapable de le calculer. Bref, un œuf de 50 grammes se transformait en plusieurs centaines de tonnes. Sur cette base, nourrir une petite figurine ne lui coûtait pas grand-chose. Faire vivre 42 figurines ne posait aucun problème. Il pouvait même leur offrir une vie de luxe. Mais s'il voulait nourrir des millions, voire des dizaines de millions de figurines, et en plus assurer leur sécurité, il se retrouverait dans la situation embarrassante d'une faillite dans le monde réel. Alors, la question se pose, quel est mon objectif? Sauver uniquement ces 42 figurines? Ou faire de mon mieux pour sauver le plus de gens possible de la fin de la dynastie Ming? Voire, sauver le pays tout entier? Si je choisis l'une des deux dernières options, mes moyens financiers sont insuffisants. Je dois reconsidérer mon objectif. Question 2. Avec les guerres de la fin de la dynastie Ming, les petites figurines sont constamment en danger de mort. Et moi, je dois manger, dormir, me doucher. Et peut-être même sortir avec une fille de temps en temps. Il m'est impossible de surveiller le diorama 24 heures sur 24. Il suffirait que je sorte faire les courses pour qu'en rentrant, je découvre que les 42 figurines ont été massacrées par les soldats de la cour impériale. Ou par Li Zisheng ou Zhang Xianzong. Le diorama se serait transformé en une ruine jonchée de cadavres. La probabilité est énorme. Il est donc impératif de renforcer la capacité de ces petits bonshommes à se défendre. Problème numéro 3, le vivarium de 2,5 mètres de long sur 1,5 mètre de large ne peut offrir qu'un champ de vision de 500 mètres de long sur 300 mètres de large, ce qui couvre à peine le village de Gaojia et les champs environnants. Je ne peux pas agir directement sur ce que je ne vois pas. Y a-t-il un moyen d'étendre mon champ de vision? C'est le problème le plus urgent auquel il a pensé de toute la nuit. Le problème à résoudre en priorité. Évidemment, le problème numéro 3 est d'ordre mystique, il faut pour l'instant laisser faire la nature. Mieux vaut se concentrer sur la résolution des deux premiers problèmes pour l'instant. Son regard se posa sur la liste. Se considérant comme quelqu'un de plutôt bienveillant, il n'avait bien sûr pas l'intention de se contenter de sauver ces 42 petits bonshommes. S'il le pouvait, il sauverait autant de pauvres gens que possible. Voire même le pays tout entier, ce qui serait l'idéal. Il ne pouvait donc pas se contenter de jeter lui-même de la nourriture dans le vivarium. Cette méthode n'est pas du tout scientifique et ne ferait qu'engendrer des assistés apathiques et passifs.
Il devait motiver les petits bonshommes à l'intérieur du vivarium pour qu'ils cultivent leur propre nourriture et affrontent la vie avec courage. Sur cette pensée, il se mit au travail. La première chose à faire, fournir de l'eau aux petits bonshommes. Avec de l'eau, ils retrouveront leur énergie. Mais comment leur fournir de l'eau? Arroser directement le vivarium avec un robinet? C'est évidemment hors de question. Un jet d'eau grossit 200 fois s'abattant sur le village, ce n'est pas de l'approvisionnement en eau, c'est un déluge. Un pulvérisateur, ou un humidificateur? Lida Oxian vérifia sur Internet. La brume pulvérisée par l'humidificateur le plus fin était composée de gouttelettes d'un diamètre de 0,3 mm. En passant du vivarium à la fin de la dynastie Ming, elle se transformerait en grosses gouttes d'eau de 6 cm de diamètre. Et en plus, de manière très dense. Pulvériser ça au-dessus du village provoquerait une pluie torrentielle monstrueuse. Les maisons au toit de chaume s'effondreraient sous le poids de l'eau. Le regard de Lida Oxian se tourna vers sa boîte lock-in-lock. Il prit la boîte et la positionna au-dessus d'un terrain vague à côté du village. Comme pour en évaluer la taille. Parfait, il y a assez de place ici. Il tendit alors la main et creusa la terre avec force. En un instant, il créa une énorme fosse. Tôt le matin, les villageois se levaient. Dès que le jour se levait, ces gens laborieux se préparaient à travailler. Mais une grande sécheresse sévissait, et rien ne poussait dans les champs. Ils n'avaient donc aucun travail agricole à faire. D'habitude, ils se seraient levés tôt pour chercher des légumes sauvages, mais il restait à la maison plus de 100 grains de riz géants et plusieurs grandes feuilles de choux. Il n'y avait donc pas d'urgence à aller en chercher. Ainsi, après s'être levé, tout le monde commença à vaquer à diverses tâches, tresser des paniers de bambou, aiguiser les couteaux, raccommoder les vêtements. Gao Yi, de son côté, avait également l'intention de repriser ses habits en lambeaux. Il prit son nécessaire de couture, un petit tabouret, et sortit de chez lui. Alors qu'il s'apprêtait à poser son tabouret pour enfiler son aiguille à la lumière matinale, il entendit un bruissement près de la maison. Il tourna la tête pour voir, et découvrit avec stupeur 32. « Tiens, pourquoi es-tu encore au village de Gaojia ?» Il s'avère qu'hier soir, après avoir suivi les ordres du Seigneur Céleste et offert un repas copieux à 32, il fallait encore l'avertir de ne rien dire de ce qu'il avait vu ici, avant de le laisser repartir en ville. Mais la nuit dernière, Sanwer avait vu des grains de riz gros comme des meules et d'énormes feuilles de choux. Même s'il ne comprenait pas, le spectacle l'avait profondément bouleversé. Il a donc voulu rester un peu plus longtemps dans ce village. En sortant de chez Gao Yye, il s'est endormi sous l'avant-toit. Lui qui était un conseiller habitué au luxe et au confort, il n'avait jamais l'habitude de se lever si tôt. Réveillé en sursaut par Gao Yye, il avait encore le crâne qui battait. Il se retourna pour s'asseoir. Et, il fait déjà jour, Gao Yye. Après le repas d'hier soir, ne t'avais-je pas dit de retourner au chef lieu? Sanwer, encore tout endormi, marmonna, « Pourquoi je ne suis pas rentré hier soir ?» Voilà qui est fort mystérieux. À peine eut-il fini sa phrase que le visage de Gao Yye se crispa. Et pour cause. Il vit descendre du ciel une main gigantesque, qui se mit à creuser dans un terrain vague à côté du village. Le sol se mit aussitôt à gronder et à trembler, et un cratère immense apparut. Sanwer suivit le regard de Gao Yye. Il ne pouvait pas voir la main de Lidao. Quand il vit seulement un cratère immense apparaître d'un seul coup sur le sol. La terre et les pierres du trou étaient soulevées par une force invisible et déposées sur le côté. Le spectacle était apocalyptique, un tourbillon de sable et de pierres qui ébranla le ciel et la terre. Sanwer était complètement déboussolé. Est-ce que je suis bien réveillé? Je devrais peut-être me recoucher. Il en oublia même son habituel résumé en 4 caractères. Tous les villageois, alertés par le fracas, se précipitèrent en direction du terrain vague. Gao Yye se leva d'un bond et hurla, « Cher villa, joie. N'approchez pas. Ne dérangez pas le Dieu céleste qui use de sa magie. » Les villageois s'arrêtèrent tous net. Après les avoir fait stopper, il observa la scène avec une grande attention. Il vit la main géante du Dieu céleste creuser la terre à plusieurs reprises. Un immense cratère rectangulaire apparut sur le sol, long de plus de 10 agnes, large de 5 et profond de 8. Puis, la main géante sortit une boîte transparente et la descendit lentement du ciel. Elle la déposa avec précision dans le trou fraîchement creusé, et tassa la terre tout autour. Sanwer et les villageois ne voyaient pas la main géante, mais ils distinguaient la grande boîte transparente. Ils la virent descendre lentement du ciel, sans dévier d'un pouce, pour atterrir parfaitement au fond de l'immense trou. Tout le monde était stupéfait. Personne ne comprenait ce qu'il se passait. Lida Oxian tapa dans ses mains, « Parfait. Le réservoir est construit. » Il prit un verre rempli d'eau et commença à le verser lentement dans le récipient lock-lock. C'est alors que les petites gens à l'intérieur du récipient assistèrent à une scène incroyable.
Une cascade apparut soudain dans le ciel, un torrent d'eau colossale qui tombait des nues. Il se déversa dans le grand récipient au sol, et en un rien de temps, celui-ci fut rempli d'eau. Les villageois restèrent bouche bée. Après un très long silence, la voix de San'er s'éleva, on croirait voir la Voie lactée tomber des 9 cieux. Gao YY lui dit, cette fois, tu as dépassé les 4 caractères. San'er se prit la tête entre les mains, aucun autre poème n'aurait pu décrire un spectacle aussi grandiose. Chapitre 16, un problème de moins. À côté du village de Gaojia, un immense étang était apparu, long de plus de 10 agnes, large de 5 et profond de 8. L'eau qu'il contient est de l'eau moderne. De l'eau du robinet, d'une clarté et d'une limpidité incroyables. Les villageois, en pleine sécheresse, n'avaient pas vu une eau d'une telle qualité depuis de nombreuses années. De l'eau. C'est de l'eau. Mon Dieu, un si grand étang, est rempli d'une eau si pure. C'est un cadeau pour nous? Je n'y crois pas. Longue vie au Seigneur céleste. Lidaoxian baisse la tête vers Gao YYE. YYE, dit aux villageois, qu'à partir de maintenant, je remplirai cet étang chaque jour. Vous pourrez tous puiser l'eau de l'étang pour votre usage quotidien ou pour irriguer vos champs. Fou de joie, Gao YYE se prosterne aussitôt pour le remercier. Puis, il se tourne vers les villageois et leur annonce à haute voix le décret divin de Lidaoxian. Les villageois se mettent aussitôt à acclamer. Ça y est, on n'a plus à craindre la sécheresse. On a de l'eau pour les cultures. C'est génial. Les graines qu'on gardait précieusement vont enfin pouvoir servir. Qu'est-ce que vous attendez? Rentrez vite chercher des seaux. À quoi bon se presser, imbécile? Il fait bien trop chaud, on ne peut rien planter pour l'instant. Il faudra attendre le début de l'automne. Ah, c'est vrai. Je me suis réjoui un peu trop vite. Les villageois sont fous de joie, ils ne savent plus où donner de la tête. Ils en ont presque oublié par où commencer. À cet instant, les yeux des femmes se sont mis à briller. Avec toute cette eau, on va pouvoir faire la lessive et se laver. Ça fait plus de 6 mois qu'on vit dans la crasse et la puanteur, quelle femme peut supporter ça? Allez, dépêchez-vous de puiser de l'eau. Au moins pour remplir les jarres à la maison. La somnolence de San'er avait été complètement balayée par la peur. Il a levé la tête et a jeté un œil au ciel. Il n'y avait rien à voir. Puis il a regardé l'étang devant lui. L'étang, lui, était bien réel, juste sous ses yeux. La scène de tout à l'heure n'était pas le fruit de son imagination. Une force invisible et immatérielle avait réellement créé un étang à partir de rien. Et elle avait même fait apparaître une cascade qui s'y était déversée pour le remplir. Si quelqu'un osait dire que ce n'était pas l'œuvre d'un dieu, il serait le premier à lui sauter dessus pour lui flanquer une gifle monumentale. Alors qu'il était encore abasourdi, Gao YY à côté de lui a pris la parole, Monsieur San, le Seigneur céleste, a quelque chose à vous dire. San'er reprit ses esprits et s'inclina profondément vers le ciel. Seigneur céleste, quels sont vos ordres? Lidaoxian, tu es bien le conseiller du magistrat du comté, n'est-ce pas? Gao YY s'est empressé de transmettre le message. À partir de maintenant, il est sous-entendu qu'il continue de transmettre les messages. À ces mots, San'er a pris un air dépité. Votre humble serviteur a pris la parole avant-hier pour défendre le peuple, conseillant au magistrat de ne pas prélever les taxes. Cela a irrité sa seigneurie, et j'ai été jeté à la porte. Il ne veut plus de mes services. C'est ce qu'on appelle jouer avec le feu, dit Lidaoxian. Oh, en d'autres termes, tu as perdu ton gagne-pain. San'er se prosterna. Et dit, en effet. C'est ce con. Tais-toi. Rien que de t'entendre, ça m'énerve, le coupa Lidaoxian. Il ajouta, d'un ton agacé, tu ne te rends pas compte à quel point ta façon de parler est irritante? Pas étonnant que le magistrat t'ait mis à la porte. San'er se figea. Lidaoxian, je pensais qu'en tant que conseiller au yamen du comté, tu pourrais lire quelques documents officiels et transmettre des informations au village de Gao. Mais à ce que je vois, tu ne sers à rien. En entendant cela, le cœur de San'er s'emballa. Qu'est-ce que le Seigneur céleste veut dire par là? Serait-ce qu'il avait l'intention de me faire travailler pour lui? Pouvoir servir un Dieu, c'est une bénédiction qu'on n'obtient qu'après plusieurs vies. Je ne dois absolument pas rater cette occasion. Je m'accrocherai par tous les moyens pour rester près de l'être divin et lui servir de larbin. Il s'est empressé de dire, votre humble serviteur est utile, très utile. Même si je ne travaille plus au yamen du comté. Votre humble serviteur est intelligent et vif d'esprit. Je sais écrire et compter. Seigneur divin, pour toute affaire un peu compliquée, les villageois d'ici, c'est sûr. Et, il sera bien plus fiable de me confier la tâche. C'est ce qu'on appelle. Il s'apprêtait à résumer sa pensée en 4 mots.
Quand il se souvint soudain que le Seigneur divin le trouvait agaçant, il a aussitôt fermé sa bouche. Le coup de frein a été si brutal que son visage s'en est retrouvé tout tordu. L'Idaoxion en a ri. Très bien. La première idée qui lui a traversé l'esprit fut d'équiper chacun des 42 villageois avec des armes. Mais il réalisa aussitôt que cette idée était pour l'instant irréalisable. D'abord, sans même parler du fait qu'acheter des armes à feu dans la société moderne risquait de le faire arrêter par les flics et de le jeter en prison. Et même s'il pouvait obtenir une arme légalement, le truc avec les flingues, c'est que même le plus petit pistolet du monde, le Swiss Minigun, mesure 55 mm de long. S'il mettait cet objet dans la boîte, agrandi 200 fois, les villageois verraient un pistolet gigantesque de 11 mètres de long. Comment pourrait-il utiliser un truc pareil? Qui peut bien tenir un pistolet de 11 mètres de long pour bombarder les ennemis? Une autre piste serait de commander des armes miniatures sur mesure, mais il devrait faire fabriquer des armes de seulement quelques millimètres pour qu'une fois agrandies 200 fois, elles atteignent une taille de 1 à 2 mètres, afin que les habitants du monde miniature puissent les utiliser normalement. De toute évidence, avec les technologies qu'ils connaissaient actuellement, personne n'était capable de fabriquer un pistolet de quelques millimètres. Quant à fabriquer des épées et des sabres ordinaires, l'amélioration de la puissance de combat des villageois serait très limitée. La seule solution pour l'Idaoxion était d'apprendre aux villageois à fabriquer leurs propres canons à main. Cependant, avec les capacités actuelles du village de Zhaojing, les compétences techniques de ces 42 villageois, n'en parlons même pas de fabriquer eux-mêmes des canons à main, même fabriquer un couteau de bonne qualité serait déjà difficile. Ils ne peuvent que forger des objets grossiers comme des hachettes à bois ou des couteaux de cuisine. Il valait mieux oublier cette piste pour le moment et y repenser plus tard. À court terme, il n'y avait peut-être qu'une seule solution pour protéger les villageois. Et c'était une solide maison fortifiée. C'était le moyen le plus couramment utilisé par les villageois d'autrefois pour se protéger. Se trouver à l'intérieur d'une forteresse solide permettait de repousser les attaques de la plupart des bandits et des pillards. L'édifice le plus représentatif de ce genre est la maison Rondaka. C'est aussi quelque chose que l'Idaoxion pouvait fabriquer dans le monde réel. Il lui suffisait de créer une maquette à l'échelle de 1 pour 2 cents, similaire à une maison Rondaka, et de la déposer dans le diorama pour que les petits personnages puissent y emménager. Cela les mettrait bien plus en sécurité qu'ils ne le sont maintenant. Et cette chose était tout à fait réalisable. Seulement, ça allait coûter un peu d'argent. Chapitre 17, la maison Rondaka, version tank. L'Idaoxion devait sortir pour trouver quelqu'un qui pourrait lui fabriquer la maquette à l'échelle 1 pour 2 cents. Mais sachant que le monde dans la boîte se situait à la fin de la dynastie Ming, il n'était pas tranquille à l'idée de s'en éloigner trop longtemps. Il avait très peur de rentrer et de découvrir le sol jonché de cadavres. Il réfléchit un instant, puis une ampoule s'alluma au-dessus de sa tête. Il a déplacé sa caméra de surveillance pour la pointeur de près sur le diorama, a bien ajusté l'angle, puis a ouvert l'application de la caméra sur son téléphone. On peut voir clairement ce qui se passe dans la boîte. Ça y est, je peux sortir l'esprit tranquille. Il a vite sauté dans un taxi en direction de chez son ami, Ke Xingzi. 15 minutes plus tard, l'Idaoxion se trouvait dans le salon de son ami, Ke Xingzi. Ke Xingzi est un commerçant spécialisé dans la fabrication de maquettes, voitures miniatures, maquettes de bateaux, figurines, robots, dinosaures. Bref, il fabrique toutes les maquettes imaginables. C'est pourquoi, quelques jours plus tôt, quand l'Idaoxion a reçu le Zhaojing Xiang pour son anniversaire, il a tout de suite pensé que c'était Ke Xingzi qui le lui avait offert. En voyant son vieil ami arriver, Ke Xingzi a affiché un large sourire et a rigolé. « Xuan, ça fait un bail que t'es pas venu traîner par ici. Qu'est-ce que tu veux m'escroquer cette fois ?» L'Idaoxion a souri. « Cette fois, je ne t'escroque rien, je paie pour une commande sur mesure. » Ke Xingzi l'a regardé de travers. « Arrête tes conneries. Tu ne m'as toujours pas payé pour la maquette du porte-avions Liaoning que je t'ai faite la dernière fois. Toi, à chaque fois que tu passes, c'est du racket pur et simple. » Sans un mot de plus, l'Idaoxion a sorti son téléphone et lui a fait un virement de 1000 yuan. Ke Xingzi a sursauté. « Putain. Un virement aussi rapide ? C'est mauvais signe. Ce que tu veux doit être super compliqué à faire. » Je refuse, je ne prends pas cette commande. L'Idaoxion a rigolé en le traitant gentiment de tous les noms, espèce de con. Quand je te paie sans discuter, tu refuses, mais quand je ne te donne pas d'argent, là tu te gênes pas pour réclamer. C'est mon intuition de commerçant. L'Idaoxion a alors fait un geste avec ses mains, pour indiquer une longueur d'environ un demi-mètre. Je voudrais un village fortifié à cas de cette taille. À l'échelle 1 pour 2 cents. Les objets qu'il mettait dans la boîte de diorama étaient agrandis 200 fois. Si la maquette faisait un demi-mètre de long, une fois dans la boîte, elle en ferait 100. Ce qui correspond à peu près à la longueur d'un grand village fortifié à K.
Kexingzi était très surpris. Et pourquoi tu veux un truc pareil? Lee Daoxian ne pouvait évidemment pas dire la vérité et a inventé un pieux mensonge. J'ai regardé l'anime Big Fish Begonia récemment. Et je suis tombé amoureux des villages fortifiés Aka. J'ai eu envie d'avoir une maquette pour décorer chez moi. Ah, je vois. Kexingzi a dit, pourquoi tu veux une commande sur mesure pour ça? J'en ai des toutes prêtes ici. À l'échelle 1%, elles sont bien plus impressionnantes et majestueuses. Non. Lee Daoxian l'interrompit sans le laisser finir, refusant catégoriquement, je veux l'échelle 1 pour 2 cents. J'en ai aussi à l'échelle 1 pour 144. Non, a insisté Lee Daoxian. Il me faut absolument une maquette sur mesure à l'échelle 1 pour 2 cents. Kexingzi commençait à paniquer. Putain de merde, je le savais. Quand le virement est aussi rapide, c'est qu'il y a des emmerdes derrière. Bon, vas-y, accouche. À part l'échelle 1 pour 2 cents, il y a quoi comme autres exigences? J'ai même pas besoin d'entendre la suite pour savoir que ça va être hyper complexe. Lee Daoxian a eu un petit rire malicieux, parfait. Alors, je commence la liste. L'intégralité du village fortifié Aka doit être construite avec des matériaux de très haute résistance. Pas question d'utiliser ces fines plaques de polystyrène. Pas de plastique non plus. Le bois, ça brûle trop facilement. Le mieux serait de tout construire avec. Quel matériau serait le mieux? Je ne suis pas un expert, aide-moi à trouver une idée. Kexingzi le regarda de travers. On peut utiliser des panneaux pressés en matériaux composites. Non seulement c'est solide, mais c'est aussi léger. Comme ça, tu ne te bousilleras pas le dos en la ramenant chez toi. Lee Daoxian réfléchit un instant. C'est vrai. Les panneaux pressés en matériaux composites d'aujourd'hui sont vraiment pas mal. Si son épaisseur est multipliée par 200 en la mettant dans la boîte, ce sera vraiment incroyable. Sous la dynastie Ming, les sabres et les arquebuses ne pourraient certainement pas percer un panneau de contreplaqué 200 fois plus épais. Même un canon franc ne pourrait pas forcément le transpercer. Attends, une multiplication par 200, ce n'est pas à prendre à la légère. Je dois lui demander l'épaisseur de base. Lee Daoxian demanda avec curiosité, quelle est l'épaisseur du panneau composite le plus fin? Kexingzi, 3 mm, je dirais. Lee Daoxian fit un rapide calcul mental, 3 mm x 2 cents. Il tiqua. Merde. Ça deviendrait un mur de 60 cm d'épaisseur une fois dans la boîte. Cette épaisseur prendrait beaucoup trop de place. Les cloisons entre les pièces. Si les murs atteignaient cette épaisseur, le nombre de chambres dans la maison fortifiée diminuerait considérablement. Il fronça les sourcils. On ne peut pas faire plus fin. Kexingzi secoua la tête. Pas avec ce matériau. Sinon, il faudrait utiliser de la tôle. On peut en trouver d'1 millimètre. Il calcula à nouveau mentalement, une tôle d'1 millimètre d'épaisseur dans la boîte donnerait une plaque d'acier de 20 cm d'épaisseur. Parfait. La tôle, c'est génial. Ça prend moins de place que le contreplaqué et c'est beaucoup plus solide. D'accord, va pour la tôle d'1 millimètre. Kexingzi, avec ce genre de tôle, la maquette n'aura pas vraiment de cachet, tu sais. Ça donnera l'impression que le travail a été bâclé. Fait à l'économie. Lee Daoxian, je me fiche du cachet. C'est justement l'aspect de bâclé que je recherche. Au fait, il ne suffit pas que l'extérieur soit bien fait. L'intérieur doit aussi être extrêmement détaillé. Chaque pièce doit être parfaitement à l'échelle. Kexingzi, c'est impossible à faire. Une maison fortifiée Aka. Plus de 200 pièces. Si je dois faire toutes les petites portes et fenêtres en détail, pour qu'elles puissent s'ouvrir et se fermer, tu as une idée du travail que ça représente? Ça coûtera 10 000 de plus. Lee Daoxian pensa, putain, c'est super cher. Les portes et fenêtres. Autant ne pas en mettre, alors. J'ai juste besoin de la structure principale. Pour ce qui est des portes et fenêtres, les petits bonshommes peuvent très bien les fabriquer eux-mêmes. Lee Daoxian, alors, pas de portes ni de fenêtres. Laisse juste des trous béants à leur emplacement. Et puis, les maisons fortifiées Aka traditionnelles. Leur système de drainage est défectueux. Tu me modifieras ça avec une solution moderne. Kexingzi faillit retourner la table. Putain d'abruti. C'est une maquette, pourquoi tu te soucies du système de drainage? Si tu utilises des techniques modernes, ce ne sera plus une authentique maison fortifiée Aka. Quelle serait la valeur de collection d'une telle maquette? Lee Daoxian, c'est ce que je veux. Je suis le client. Peu importe à quel point mes demandes sont absurdes, tu n'as pas ton mot à dire. Kexingzi était sans voix. Kexingzi manqua de s'étouffer. Après avoir levé les yeux au ciel, il marmonna d'un air sarcastique. Tant qu'on y est, tu ne veux pas que j'ajoute quelques roues sous la maison fortifiée? Avec un moteur et une télécommande?
Comme ça. Toute la maison fortifiée pourra foncer partout comme un gros tank. Il avait dit ça comme ça, juste pour se plaindre. Il voulait juste se moquer de son client, mais il ne s'attendait pas à ce que cette blague potache fasse briller les yeux de Li Daoxuan. En entendant ça, ses yeux s'illuminèrent. Il se frappa violemment la cuisse. Putain. Kexingzi. Tu es un véritable génie. Faisons comme ça. Ajoute-lui des roues, un moteur et une télécommande. Transforme-le en un super tank invincible qui défonce tout. Kexingzi, putain. Arrête de me suivre dans mon délire. Ah. Mais ce que tu me demandes là, c'est plus une maison fortifiée AK. C'est un jouet de gamin taré. Ça n'a aucune valeur esthétique ou de collection. Li Daoxuan lui tapa sur l'épaule en éclatant de rire. C'est exactement ça que je veux, un jouet de gamin taré. Je me fiche de la valeur esthétique. Ah, au fait, mets-moi des pneus plus gros, il faut qu'il puisse faire un peu de tout-terrain. Du tout-terrain, en plus. Kexingzi leva les yeux au ciel. Ce client est cinglé. Putain, je le savais. Depuis la nuit des temps, il n'y a jamais eu un seul client normal. Après avoir râlé, il ajouta, pour les pneus, le moteur, et la télécommande, ça fera 1000 yuan de plus. Une fois l'argent payé et la livraison convenue pour un mois plus tard, il rentra chez lui. Arrivé au supermarché près de sa résidence, il acheta au passage un blanc de poulet de 200 grammes pour 5 yuan. De retour à la maison, il prit un couteau, coupa un morceau du blanc de poulet et le déposa doucement devant Gao YYE. À ce moment-là, Gao YYE revenait de l'étang, transportant 2 seaux d'eau pour remplir la jarre de sa maison. Il marchait en titubant quand soudain, la main gigantesque du dieu apparut. Elle tenait un morceau de chair d'une taille colossale et le déposa lentement devant lui. Puis, d'un coup, elle se retira dans le ciel, d'où résonna la voix douce du dieu. Juste pour vous prévenir, si vous avez l'habitude de manger sobrement, manger trop de viande d'un coup, peut être dur pour l'estomac. Allez-y doucement. Compris, d'un point de vue scientifique, si le modèle de la maison fortifiée AK était agrandi 200 fois, son poids augmenterait de façon géométrique, pour devenir aussi lourd qu'une vraie maison. Même si les roues et le moteur étaient également agrandis 200 fois. En théorie, il serait impossible de le faire bouger. Le caoutchouc des pneus ne pourrait jamais supporter un tel poids. Cependant, une fois placée dans la boîte, cette maison fortifiée AK n'apparaît pas seulement à la fin de la dynastie Ming. Son corps principal se trouve toujours dans le diorama du protagoniste. Elle est donc soumise aux lois de la physique du monde du protagoniste. C'est pourquoi le tank Weke peut fonctionner dans son diorama. Chapitre 18, l'arrivée du voleur d'eau. De la viande. Le dieu nous a donné de la viande. Gao YY poussa un grand cri, réveillant instantanément tout le village de Gaojia. Tout le monde s'est immédiatement rassemblé. C'est du poulet. C'est du blanc de poulet. Même s'il est gigantesque. C'est certain, c'est du blanc de poulet, je ne peux pas me tromper. Un blanc de poulet aussi grand a dû être prélevé sur un poulet divin. C'est sûr, un poulet céleste. Les villageois ne savaient plus depuis combien de temps ils n'avaient pas mangé de viande. Il y a plusieurs années, quand le temps était clément, certains au village élevaient des poules. Mais avec la sécheresse qui s'aggravait d'année en année, les gens n'avaient même plus de quoi manger eux-mêmes. Comment auraient-ils pu trouver du grain pour nourrir la volaille? Au village de Gaojia, il n'y avait plus ni poule ni chien depuis longtemps. À part un groupe de villageois qui criaient famine, on ne trouvait plus la moindre créature vivante. Alors, voir ce morceau de viande les a tous remplis d'une joie immense. Gao Shuwu a immédiatement trouvé un couteau, prêt à découper quelques morceaux pour rentrer chez lui et enfin faire un bon repas. Grand-père Gao, d'un air solennel, a dit « Le Seigneur Céleste a dit que nous sommes habitués à une nourriture légère et que nous ne pouvons pas manger trop de viande d'un seul coup. Nos estomacs ne le supporteraient pas. Il faut y aller doucement. Shuwu, tu es le premier qui doit faire attention. » Gao Shuwu se gratta la tête d'un air un peu niais. « Ah bon, il y a même une règle pour ça ?» Le chef du village s'avança. Le Seigneur Céleste parlait certainement des bonnets comme Shuwu. Une indigestion peut être mortelle. On ne peut pas lui en donner d'un coup. Si on donne trop de viande à Shuwu, il ne pourra pas s'empêcher de tout manger, c'est certain. Gao Shuwu, mais, le chef du village ordonna, chaque personne ne recevra qu'un liang de viande, et un demi-liang pour les enfants. Le reste de la viande sera coupée en lanières et suspendue pour sécher à l'air, afin d'éviter qu'elle ne pourrisse. Un villageois d'âge mûr s'avança. Chef, nous n'avons pas assez de sel. Pendant le séchage, si la viande n'est pas salée, elle va pourrir. Plutôt que de la laisser pourrir, il vaut mieux tout manger. Même si je dois en mourir de la diarrhée. Je ne veux pas voir une si bonne viande se gâter pour rien, dit Gao Shuwu. C'est vrai, chef. Je préfère en mourir plutôt que de gaspiller. En entendant cela, Li Daoxuan ne put s'empêcher de s'amuser.
Il ne reprit pas l'excédent de viande pour le mettre au réfrigérateur. Au lieu de cela, il entra dans la cuisine. Il en ressortit avec un sac de sel et, FSHHH, en versa un petit tas juste devant grand-père Gao. Les villageois levèrent les yeux et virent tomber du ciel, comme par magie, ce sel cristallin, blanc comme neige, tombant bruyamment sur le sol, comme d'énormes blocs de glace. En un instant, il s'était amoncelé pour former un petit monticule. Gao YY n'eut pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Il se contenta d'écarter les mains. Vos petites combines. Comment le Seigneur Céleste aurait-il pu les ignorer? N'espérez pas vous goinfrer en une seule fois. Maintenant que vous avez du sel, salez la viande. Oh, mon Dieu, autant de sel. Le sel est si cher, et il nous en a donné autant. On n'aura pas besoin d'acheter de sel pendant très, très longtemps. Une fois de plus, les villageois s'agenouillèrent tous et se prosternèrent frénétiquement en direction du ciel. Ainsi, les habitants du village de Gaojia avaient de quoi s'occuper ce jour-là. Les hommes brandirent leurs couteaux, tchac, 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 ils hachaient la viande, découpant l'énorme poulet. Ils découpaient la poitrine en fines lanières, et broyaient les gros cristaux de sel fin pour les réduire en poudre. Ensuite, ils roulaient les lanières de poulet dans cette poudre de sel. Chaque lanière, bien enrobée d'une épaisse couche blanche, était ensuite suspendue, pour que le vent sec puisse emporter l'humidité de la viande. C'était un travail plutôt épuisant, en réalité. Mais tous les villageois affichaient de larges sourires en travaillant. Ce soir-là, dans le village, la fumée des cuisines s'élevait. Chaque foyer préparait le repas, et dans les marmites de tout le village, il n'y avait que du congé de poulet aux légumes. On coupait un liang de poulet en petits morceaux, qu'on faisait cuire avec du riz blanc jusqu'à obtenir une bouillie épaisse. Ah oui, il fallait aussi ajouter des feuilles de chou. Le congé, une fois prêt, était un régal pour les yeux, le nez et les papilles, tout en étant doux pour l'estomac. Gao Shuyu, lui, en a goulûment dévoré 5 grands bols. Même grand-père Gao, qui d'habitude a un appétit d'oiseau, a incroyablement fini 2 bols, ce qui a fait que Li Daoxian, ce citadin des temps modernes, n'a pu s'empêcher d'avaler sa salive. Il a vite pris son téléphone et commandé un riz au bouillon de poulet pour se calmer les nerfs. Tout en mangeant son riz, il a ouvert son application bancaire en ligne. Il a jeté un œil à son solde, il lui restait un peu plus de 20 000 yuan. Cette somme ne semblait pas suffisante. Rien qu'aujourd'hui, pour la personnalisation d'une maison AK, il avait déjà dépensé 2 000 yuan. À l'avenir, s'il voulait aider plus de bons hommes, l'argent risquait de filer comme l'eau entre les doigts. Il a réfléchi très sérieusement pendant 2 secondes, puis a ouvert QQ. Il a retrouvé un contact à qui il n'avait pas parlé depuis longtemps, a cliqué sur son avatar et lui a envoyé un message. « Salut mon pote, c'est Li Daoxian. Il y a 6 mois, tu m'avais contacté pour savoir si je voulais prendre un boulot en freelance. J'avais refusé à l'époque, j'étais jeune et bête. Désormais, si tu as des projets de design, je suis preneur. Pour le prix, on peut en discuter. » L'avatar s'est mis à clignoter presque aussitôt. « J'attendais que tu dises ça. Justement, j'ai un boulot pour toi. C'est pour une boîte de jeux vidéo, ils ont besoin de design de personnages de toute urgence. 4 designs de personnages en 5 jours pour 3 000 yuan, ça te dit? » Li Daoxian, ça marche. Le jour s'est levé. Dans la pièce Xuanjin, un nouveau jour commençait. Li Daoxian s'étira longuement en se massant les tempes, puis il est sorti du lit. Pendant 5 jours d'affilée, il avait travaillé jusqu'à 2 heures du matin, s'acharnant pour finir les designs de personnages demandés par la boîte de jeu. Le client les a examinés. Après réception, ils ont relevé quelques défauts mineurs. Il a fait les modifications demandées, mais le client a finalement trouvé que la première version était mieux. Fin de la mission, 3 000 yuan virés sur son compte. Il a vérifié que l'argent avait bien été viré sur sa carte avant de s'autoriser à dormir. Et il a dormi comme une souche. Il ne s'est réveillé qu'au petit matin. Pendant ces 5 jours, il avait été trop occupé à gagner de quoi nourrir sa famille. Il avait un peu négligé les bons hommes dans la boîte, se contentant de leur donner un peu de nourriture chaque jour à heure fixe et de remplir la boîte lock-in lock-d'eau, sans vraiment les observer de près. Maintenant, il était enfin libre comme l'air et il a décidé de passer du bon temps avec ses petits protégés. À peine s'était-il assis devant la vitrine qu'il a senti que quelque chose n'allait pas. Les petits habitants du village étaient tous attroupés au bord de l'étang, discutant à voix basse de quelque chose. Li Daoxian s'est empressé de fermer la fenêtre pour faire le silence dans la pièce et a collé son oreille contre la paroi pour mieux entendre leur voix fluette. Quelqu'un vole l'eau. Regardez, le niveau de l'étang a beaucoup baissé en une seule nuit. C'est vrai. Et regarde toutes ces empreintes de pas en désordre.
Il y avait du monde la nuit dernière pour voler l'eau. Daoxian regarda de plus près. Effectivement, le niveau d'eau dans la boîte Lock-in-Lock avait considérablement baissé. Cette boîte, qui mesure 20 cm dans le monde réel, était 200 fois plus grande dans le monde des bonshommes. Elle s'était donc transformée en un immense étang de 10 ânes de long. Le niveau d'un si grand étang avait baissé d'un demi-chi. En une seule nuit. Ce voleur d'eau est plutôt doué, dis donc. Ou plutôt, les voleurs d'eau étaient nombreux. Li Daoxian suivit du regard les empreintes désordonnées des voleurs, qui s'éloignaient du village. Mais très vite, les traces menaient jusqu'au bord du décor. Les bords de la boîte m'empêchent de voir. Je fronce les sourcils. Ah, cette maudite boîte. Son plus gros défaut, c'est que le champ de vision est beaucoup trop étroit, on ne voit presque rien. Je ne peux voir que les environs du village de Gaojia. Quant au monde extérieur, c'est le noir complet. Impossible de savoir ce qui s'y passe. Il faut absolument que je trouve un moyen d'élargir le champ de vision de cette boîte. Chapitre 19, ne cherchez pas à les punir. Li Daoxian a pesté contre son champ de vision limité pendant 2 secondes. Quand il s'est soudain rappelé que 5 jours auparavant, dans la boîte d'observation, il avait installé une caméra de surveillance. La caméra filmait en continu tout ce qui se passait à l'intérieur. Et ce truc enregistre en boucle. La vidéo de la nuit dernière doit donc encore être disponible. Il s'empresse d'ouvrir l'application de la caméra sur son téléphone. Il affiche la liste des enregistrements. Hier soir, je me suis couché après 2 heures du matin. Il suffit donc que je regarde les vidéos enregistrées après cette heure-là. Il n'a pas mis longtemps à découvrir la vérité sur le vol de l'eau. Dans la pénombre de la nuit, une foule de gens en haillons.